La meilleure façon pour engraisser, enfin faire de la graisse corporelle, c'est pas de manger du gras. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'incorporation. Si je mange du gras, je vais devenir gras. En fait, c'est très compliqué. En tous les cas, métaboliquement, c'est plus compliqué de devenir gras en mangeant du gras. Salut Sabine. Bonjour David. Écoute, je suis super content de te recevoir sur Limitless. Je t'ai découvert grâce à LinkedIn où justement tu débunkais pas mal de choses qu'on entend sur l'alimentation, sur l'environnement et tu t'osais partager des vérités qui étaient souvent très bien appuyées sur le plan scientifique. J'avais envie que tu puisses éclairer nos auditeurs sur ces sujets qui sont passionnés par la nutrition. Mais c'est parfois difficile de s'y retrouver parmi la quantité et la masse d'informations de ce que disent les médias, les industriels et puis de ce qu'on lit ailleurs. Donc voilà, j'avais envie que tu m'aides à y voir un petit peu plus clair. Tiens d'ailleurs, avant de démarrer, tu me disais que tu faisais un peu de yoga. Est-ce que tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir en forme, heureuse et prête à exprimer ton plein potentiel tout au long de la journée? Non, franchement, je petit déjeune pas. Donc, en général, le matin, c'est relativement expéditif. C'est pas le moment où je suis au top de ma forme, pour être tout à fait honnête. Je suis plutôt un night bird. Non, j'ai pas de routine. Je me mets au travail, je respire un bon coup avant. Et puis après, j'enchaîne. Et c'est quoi ton travail alors aujourd'hui? Donc actuellement, je travaille avec mes équipes sur de l'évaluation environnementale et nutritionnelle et sociale des produits alimentaires. Ok, notamment dans le cadre du Planet Score. Oui. Avant de rejoindre ou de créer ce label, je ne sais pas si on appelle ça vraiment un label, tu nous éclaireras. Tu as bossé dans l'industrie agroalimentaire, non? Oui. Oui, et vas-y. Donc j'ai travaillé d'abord au service de l'industrie agrochimique. Ensuite, au service de l'industrie agroalimentaire, j'ai fait un petit écart du côté de la pharmacie également, donc santé humaine, ce qui m'a amené à voir tout un tas de situations, de filières, de relations avec les parties prenantes dans la chaîne de valeur, notamment avec les producteurs. Et puis également toute la partie juridique et marketing jusqu'au consommateur. Donc voilà, j'ai eu la chance en fait de voir des choses assez diverses. Avant même l'avènement de l'euro, donc j'ai aussi vu l'inflation au moment où il a fallu tout niveler. Et j'ai travaillé aussi bien pour des eaux minérales que des produits laitiers, du baby-food, des plats cuisinés. Voilà, donc vraiment tout un tas de choses très diversifiées qui m'ont permis d'assez bien comprendre le secteur. Tu dis que tu as eu la chance d'observer tout ça. Est-ce que c'est une chance ou plutôt un film d'horreur? Qu'est-ce qui t'a particulièrement choqué dans cette industrie? Tu vois, j'imagine que on est tellement décorrélé aujourd'hui de ce qu'on mange que y a toute une crise de confiance des consommateurs envers leur alimentation, et c'est normal parce que ils voient pas d'où ça vient. Tu vois, il y a l'interface du packaging, ils achètent des trucs cellophanés, etc. D'ailleurs, on pourrait se demander même si ce qu'on achète c'est vraiment encore des aliments ou si c'est des produits issus de la chimie. Et donc toi, j'imagine que tu avais peut-être une idée d'un certain mode de fonctionnement, et puis quand tu es arrivé là-bas, tu as vu plein de choses qui probablement t'ont choqué. Alors, en fait, c'est comme en toute chose. J'ai vu des situations extrêmement diverses. J'ai vu effectivement des choses que j'ai trouvées effectivement très surprenantes, notamment à l'époque, mais ça date un peu, donc je ne doute pas que pas mal de pratiques se soient améliorées depuis, mais dans les plats cuisinés, on avait des choses un petit peu exotiques, des sourcings quand même parfois très acrobatiques. Mais ça m'est arrivé aussi de voir des entreprises ou des business units qui avaient vraiment à cœur de faire un très bon boulot, sincèrement. Donc ça m'a quand même conforté dans le fait que un industriel de l'agroalimentaire, quelle que soit sa taille, peut faire du très bon travail. C'est pas facile, mais c'est possible et certains le font. Après, d'autres effectivement prennent des raccourcis. C'est souvent des questions de coût, de praticité, d'économie d'échelle, et puis également de tentation du consommateur. On a quand même assez facilement des produits qui sont très palatable, qui sont très très agréables au goût, qui sont pas forcément très chers, et qui permettent de faire quand même des très grosses valeurs ajoutées, des très grosses marges. Donc c'est tentant. Mais tout le monde ne fait pas ça quand même. Et puis en plus, la GMS, donc tout ce qui est grande surface, etc., met quand même j'ai l'impression, une pression très très importante sur les prix. Et donc, quelque part, pour s'en sortir, tu dis oui, il y a des choses qui sont vertueuses. Je l'entends, mais en même temps, quand tous tes concurrents, ils font un truc un peu dégueulasse, toi, si tu veux rester compétitif vis-à-vis des autres, c'est difficile de ne pas avoir recours aux mêmes pratiques.
Oui, on est un peu à la course au moins 10 ans actuellement, c'est clair. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même un sujet dans la grande distribution. Alors, une fois de plus, il ne faut pas généraliser, mais on a tendance à avoir des surmarges sur les produits de qualité en prime. Donc, ça disqualifie encore plus en valeur absolue les produits qui sont plus simples, donc qui sont en général Tu plus peux coûteux. expliquer une surmarge sur les produits de qualité? Bon, ça veut dire que si, par exemple, entre un poulet standard en batterie importé, même hors UE, on va dire, hors Europe, et un poulet fermier label rouge français, on a déjà un différentiel de prix assez important. Si en plus, on applique des marges qui sont des marges proportionnelles en pourcentage, donc si on dit, bon, ben, on a de l'inflation, donc on va faire tout le monde plus 15, plus 20%, le produit de qualité qui est déjà plus cher en valeur absolue, Ok, il va te retrouver avec un écart, forcément. voilà, un écart de prix qui devient assez intenable en valeur absolue. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi de la surmarge sur les produits de qualité, en plus de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une tentation d'aller chercher la sensibilité prix des consommateurs et de tirer l'élastique au maximum. Et en plus, enfin, tu vois, c'est parfois pas une vision très très claire des choses. Je prends plusieurs exemples. Par exemple, ben, tu achètes des tranches de jambon. Tu te dis, oui, c'est pas très cher le paquet de jambon. Mais en réalité, dans ton paquet, tu as 50 grammes de jambon, qui en plus est nitrité, etc. Mais là, on rentre même pas sur l'aspect nutritionnel. Quand tu regardes en quantité de protéines, statut micro, ne serait-ce que rien que la quantité de protéines ramenée au prix, en réalité, c'est pas du tout économique. Et là, tu prenais l'exemple du poulet. Ben, peut-être que beaucoup de gens ont perdu l'habitude de consommer, pardon, de cuisiner. Alors qu'un poulet, bah, probablement que ton poulet label rouge entier, tu vas le payer le même prix que ton poulet de batterie en blanc de poulet. Alors, c'est exactement ça. En fait, c'est absolument terrifiant parce que l'ordre de grandeur que tu viens de donner est juste, hein. C'est-à-dire que si tu veux acheter que du blanc, tu vas le payer le prix du poulet entier et même du poulet de qualité. Alors que, enfin, même quand on n'est pas un grand chef, un poulet entier, on le met dans une cocotte, on le laisse au four, même à basse température, si on doit aller bosser toute la journée. Basse température, ça consomme assez peu d'énergie. Et le soir, il est prêt et tu peux tout manger. Tu peux manger aussi la peau, ce que plus personne n'ose faire aujourd'hui parce qu'on a cette espèce de phobie du gras là, qui a totalement envahi la société. Moyennant quoi, d'ailleurs, si tu ne manges pas la peau, tu n'as pas les fameux oméga 3 qu'on est censé récupérer dans les produits animaux de qualité. Donc c'est dommage. Et en fait, ce poulet-là, il va te coûter beaucoup moins cher. Tu vas en avoir pour plusieurs jours. C'est quand même vraiment dommage, effectivement, aujourd'hui, de ne pas pousser, en tous les cas, de ne pas sous-marger sur ce type de produit brut. Parce que là, du coup, on sait ce qu'on est en train d'acheter. On sait à qui on est en train de l'acheter, parce que souvent, c'est des filières très courtes. Et on est sûr qu'on se fait du bien au niveau santé, parce qu'on n'est pas confronté, ce que tu viens d'expliquer sur le jambon, effectivement, à des produits dans lesquels on n'est plus trop sûr, en fait, de ce qu'on est en train de consommer. Alors moi je fais pas mon poulet à la cocotte, je le cuis au vitaliseur de Marion, donc c'est un cuit vapeur. Et donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Tu te dis la viande à la vapeur, ça doit pas être terrible. Mais l'avantage c'est que en 30 minutes, t'as juste à le mettre sur ton panier. En 30 minutes il est cuit, il est savoureux. Alors la peau, moi j'ai toujours mangé la peau de mon poulet, mais c'est vrai que quand elle est grillée au four, elle donne beaucoup plus envie que cuit à la vapeur. Mais en réalité, avec une petite sauce tamari, le tamari c'est la sauce soja, avec un peu d'huile d'olive, un peu de thym. Eh ben, en réalité, ton poulet, il est délicieux. Je mange la peau, je mange évidemment la viande. Dans la carcasse, si tu vas chercher à l'intérieur, etc., tu te rends compte que tu as plein de petits morceaux de chair, etc., qui sont cachés à gauche, à droite, des petits restes parfois de plein de choses. Enfin, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher dans la carcasse. Et après, je garde mes carcasses, je les mets au congélateur. Et quand j'ai 3-4 carcasses de poulet, j'utilise la cuve de mon vitaliseur. L'avantage, c'est qu'elle est grande, pour faire bouillir mes carcasses avec un petit bouillon, avec de l'eau filtrée, un peu de vinaigre de cidre. Et ça me fait un bouillon d'œuf. Je laisse cuire à peu près 20 heures comme ça à très basse température. Bon, 24 heures. Et ça me fait un bouillon d'os qui est à la fois excellent, riche en collagène, en glycine, en minéraux. Enfin voilà, tu vois. Et donc au final, mon poulet, mais je l'ai sur-rentabilisé, quoi. Alors, moi, je fais pas exactement comme ça, si on parle un peu cuisine. Moi, je le fais dans une cocotte un truc que j'ai depuis 40 ans. Une cocotte en terre, comme on faisait dans ma famille. Avec de l'eau, de la matière grasse, un tout petit peu de légumes d'aromates et donc carcasse entière. Effectivement, on mange la peau, la viande, les abats, etc. Mais surtout, on fait en sorte que l'eau dans laquelle le poulet cuit soit acide. Donc, on rajoute du vinaigre de cidre. Et en fait, allez, 2 jours, les os deviennent poreux, se cassent même à la main, même pour des bons poulets de fermier. Hein. Tu as accès à la moelle.
Et tu es sûr que quand les os sont dans cet état-là, qu'en fait, tu as récupéré effectivement énormément de minéraux. Donc, c'est l'équivalent de ce que tu fais de ton bouillon d'os. Voilà, mais donc tu le laisses 2 jours dans ta cocotte? Oui. Et tu mets ça au-delà au four de 60 ou sur une plaque degrés. induction? Comment? Tu mets ça au four ou sur une plaque à induction? Non, 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 au four. Au four. Ouais. Et tu le mets à combien ton four? 60. Ok. Enfin, il faut que ça reste au-dessus de 60 à cœur. Ok, bon bah écoute, je testerai. Tu fais d'autres trucs à la cocotte comme ça? J'avoue que la cocotte, tu vois, pourtant avec Féroce, tu sais bien, j'essaie de ressusciter un peu l'alimentation ancestrale pour le monde moderne, de telle sorte à avoir une plus grande densité nutritionnelle. C'est un petit peu ma mission, on va dire. Et j'avoue que la cocotte, en réalité, c'est quelque chose qui existait déjà chez nos chez nos grands-mères, etc., et qui est complètement tombé en désuétude aujourd'hui. Et j'avoue, je connais pas trop Mais en fait, c'est vraiment pour moi, c'est l'idéal pour les gens qui ont vraiment pas de temps. Vraiment, je travaille beaucoup, donc j'ai très très peu de temps pour cuisiner. Je peux pas organiser des repas où je cuisine comme ça 2 fois par jour. Enfin, je mange assez peu fréquemment, mais bon, je peux pas organiser ça. Donc, en termes de logistique, c'est un peu comme de dire que tu as un foyer, c'est ce qu'on faisait avant, hein, et que alors, je mange pas de la viande non plus tous les jours, mais quand j'en fais, du coup, il y en a pour 2-3 jours. Effectivement, ça reste au four. Et chaque jour, on regarnit, on remet de la garniture de légumes, par exemple. À chaque fois que tu vides un peu la cocotte, et de viande et de ce qu'il y avait comme légumes, tu en remets et du coup le repas d'après c'est à nouveau cuit et comme c'est à basse température ça devient pas mouchi en fait, ça reste vraiment des textures hyper agréables. On rajoute toujours de la graisse également à chaque fois qu'on remet des légumes et puis un petit peu d'épices et donc c'est toujours extrêmement roboratif et c'est toujours prêt en fait. Ouais, c'est vachement intéressant. J'expérimenterai un petit peu. En fait, il faudrait que je vienne chez toi pour te voir cuisiner. On fera une petite vidéo ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va revenir sur la graisse un peu plus tard. Mais avant, puisque tu as parlé de labels rouges, il y a quand même une méfiance vis-à-vis des labels. On ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Moi, je me souviens que j'ai vu un film sur Netflix qui parlait des labels MSC pour les poissons et qui disait qu'il y avait plein de malversations, qu'en fait tu les achetais plus qu'autre chose, que les gens qui étaient censés vérifier, ils se faisaient jeter par-dessus bord. Je sais pas dans quelle mesure tout ça est sourcé, etc. Mais voilà, il y a quand même une méfiance vis-à-vis de ça. Il y en a dans tous les sens. En plus, j'ai l'impression qu'il y en a plein des labels. Tu as parlé de label rouge, mais tu vois, si on prend le bio, ben moi je pensais que c'était bien, et puis en fait je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient bien, puis d'autres qui l'étaient moins. Par exemple, tu regardes du côté des huiles d'olive, bah t'as des huiles d'olive qui sont bio, et tu regardes sur l'étiquette, c'est un mélange d'huile issue d'Union européenne et hors Union européenne. Donc autant dire que c'est un mélange d'huile potentiellement oxydée, un peu âgée, etc. Enfin, c'est pas vraiment un gage de qualité. Bleu blanc cœur, ça m'avait l'air génial parce que ça garantit un statut en oméga 3, et pour autant ils ont labellisé l'huile, le sueur là, 4 je sais pas quoi, avec de l'huile de tournesol dedans. Oui. Ah tiens, j'étais pas au courant. Et voilà, et donc à quoi est-ce qu'on peut faire confiance? Alors, quand même, globalement, on a un certain nombre de signes de qualité. On peut se dire qu'en France, on a encore la chance d'avoir des productions de ce type. Je pense qu'il faut faire attention aussi à pas tirer à boulet rouge sur tout, parce que dans d'autres pays que le nôtre, on a vraiment des systèmes de production extrêmement dégradés, extrêmement intensifs. On a la chance d'avoir gardé une partie de la production, labellisée ou pas, hein, en France, qui aujourd'hui est quand même sur des méthodes plutôt extensives, qui essayent de respecter le produit et le consommateur. Néanmoins, quand on regarde effectivement dans les labels, par exemple, label rouge, ça va plutôt garantir un territoire, un mode d'élevage, l'accès à des parcours extérieurs pour les volailles, par exemple, l'accès également à du pâturage pour les vaches, ce qui n'est pas du tout une évidence, hein, quand il n'y a pas de label, on ne sait pas trop de quoi on est en train de parler. Mais on a la difficulté que, typiquement, label rouge, par exemple, en porc, donc on a 2 labels rouges porc en France, porc fermier sur paille, et puis un autre qui est plus standard. Et pour le coup, il est réellement plus standard, c'est-à-dire que dans la réalité, il a assez peu de valeur ajoutée par rapport à du cochon normal. Donc ça pose un problème pour moi de perception, parce que du coup, on ne sait pas si c'est le label rouge différent par filière. De quoi est-ce qu'on est réellement en train de parler? Ce que ça ne garantit pas non plus, c'est un certain nombre de pratiques. Par exemple, dans le label rouge, on a des structures, des coopératives comme Fermiers de Loué qui font l'effort sur leur soja de n'avoir que du soja soit européen, soit ségrégué, c'est-à-dire des flux qui sont tracés sans déforestation quand ça vient de l'import. Mais le label rouge ne l'oblige pas, par exemple. Donc ça veut dire que soit la coopérative, donc là on a quand même 1200 éleveurs chez Fermiers de Loué, soit une grosse coopérative comme ça décide de prendre en charge ce sujet de la déforestation importée et de le faire en plus du label,
soit c'est pas obligatoire. Et donc, quand on achète label rouge, on ne sait pas exactement s'il y a ou pas ce type de problème environnemental qui est inclus dedans. Et là, tu parles des poulets, par exemple, qui ont accès à un espace extérieur, et tu disais que bon, c'était déjà pas une évidence. Et on a entendu peut-être je te vois baisser la tête, baisser les yeux, entre guillemets, des scandales selon lesquels, dans plein de contextes dans l'année, en réalité, les poulets, ils pouvaient pas sortir parce qu'il y avait des risques de grippe aviaire, etc. Donc, au final, est-ce que... Mais en fait, ça, c'est vraiment une source de souffrance. Enfin, moi, j'habite en milieu rural, j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui sont dans le domaine de la production agricole. J'en connais beaucoup qui font de la volaille extensive, notamment. À cause de la biosécurité, effectivement, il y a eu des périodes où ils étaient obligés de mettre les animaux en bâtiment. Mais il faut savoir que des animaux qui ont l'habitude d'être en extensif, ils se comportent pas bien quand ils sont dans des bâtiments. Enfin, souvent, c'est vraiment douloureux. C'est-à-dire que ils ont pas le bec épointé, donc ils commencent à se piquer les uns les autres parce ils ont pas l'habitude d'être dans des densités comme ça. Donc honnêtement, c'est pas un sujet facile parce que quand tu y es contraint, moi j'ai vraiment des voisins qui ont eu carrément des contrôles, qui se sont fait verbaliser, même très cher, parce que leurs volailles n'étaient pas. Il y en a même un qui a dû tout abattre parce que les volailles n'étaient pas claustrées. Donc voilà, moi c'est pareil, je à aucun moment ne peux tirer sur les éleveurs ou les producteurs là-dessus parce que malheureusement, ils subissent une réglementation qui est extrêmement contraignante et qui n'est pas forcément justifiée dans tous les cas parce que par exemple les élevages plein air ont constitué moins de 1% des contaminations sur la grippe aviaire et pourtant c'est cela qu'on a demandé de rentrer en bâtiment puisqu'ils n'y étaient pas. Donc c'est un petit peu... voilà, c'est subi. Et je pense pas qu'on puisse dire pour autant que ça fait derrière des mauvais produits. Mais si au niveau gouvernemental, on demande à tout le monde de claustrer les volailles, tu vas plus en trouver du tout. Je dirais, même toi, dans ton jardin, tu n'as plus le droit de les laisser dehors. C'est marrant ce que tu dis. Enfin, non, c'est pas marrant du tout, c'est au contraire très triste. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai visité un élevage de poulets qui, pour le coup, était pas extensif du tout. Et je pense que ton micro, là, est un peu loin. Et donc, ça m'a traumatisé. Les poules étaient les unes sur les autres, il faisait super chaud, ça puait l'ammoniac, t'en avais qui étaient mortes par terre, elles se marchaient dessus, etc. Enfin, vraiment une vision d'horreur. Je me suis dit, après ça, plus jamais je mange de poulet ou d'œufs qui viennent de ce type d'élevage, avant même de m'intéresser à la nutrition, etc. Là, c'était même pas pour des considérations alimentaires, mais simplement vis-à-vis de mon éthique. Et d'ailleurs, j'étais emmerdé parce que sur les pompes à essence ou les trucs d'autoroute, tu sais, souvent tu as des sandwichs et puis en réalité, c'est impossible de trouver un sandwich avec un œuf ou un morceau de poulet de qualité. Bref, et un autre truc, tu parlais donc de ces poulets qui ont été habitués à être élevés en extérieur et puis qu'on oblige à rentrer, et ils sont pas habitués à ce type de comportement. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, même si ça n'a pas directement à voir avec notre discussion actuelle. J'ai lu le livre On vous vole votre attention, qui parle des espèces de vampires qui volent ton attention. Donc il y a évidemment les réseaux sociaux, mais il y a aussi le fait de trop travailler, l'alimentation, l'isolement, le fait qu'on soit de plus en plus enfermé chez nous, des choses liées à l'école, etc. Et en fait, ça fait exploser le nombre de cas de TDAH, donc de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et pendant longtemps, on a cru que c'était un problème génétique. Et en réalité, maintenant, les chercheurs sont en train de changer un peu leur fusil d'épaule et ils s'aperçoivent que c'est plus un problème environnemental que génétique, même s'il peut y avoir une prédisposition, le fait qu'elle va s'exprimer ou non est plutôt lié à l'environnement. Et notamment pour cette prise de conscience, ils ont observé des cas de TDAH chez les animaux, notamment chez les chevaux lorsqu'ils sont enfermés en box, qui ont tendance à tiquer, donc avec leurs dents, ils accrochent leur abreuvoir et donc ils avalent beaucoup d'air. Mmh. Et donc les propriétaires utilisent des colliers étrangleurs, etc. pour essayer de les faire arrêter de tiquer, parce que sinon ils font je sais plus comment ça s'appelle, enfin ça va créer des problèmes. Oui, voilà, exactement. Et en fait, quand tu les mets sous Ritaline, qui est un stimulant prescrit pour les humains qui ont le TDAH, ils redeviennent tout à fait normaux. Alors du coup, je te pose la question, à ton avis, est-ce que le problème, c'est que le cheval, il avait un trouble génétique d'hyperactivité, ou est-ce que c'est plutôt l'environnement qui lui posait problème? Non, en fait, il y a énormément de symptômes ou de symptomatologie psychologique, psychiatrique. Enfin, il y a quand même une palette assez large, même sur des pathologies de type bipolarité.
schizophrénie. On a des liens. Alors, quand on dit environnement, c'est vraiment au sens large. La première chose qui nous traverse, c'est notre alimentation. L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire. En fait, tout notre tube digestif, ça n'est que notre contact avec l'extérieur, en fait. C'est notre surface d'absorption, mais en fait, c'est une lumière qui nous traverse. Il y a eu, alors, ce ne sont pas réellement des expériences, mais des choses très, très intéressantes qui se sont passées à certaines périodes de l'histoire où on a dû changer radicalement d'alimentation parce qu'on avait du rationnement, par exemple, pendant les guerres, et notamment dans les hôpitaux psychiatriques. Là, il s'est passé des choses vraiment très, très intéressantes, et notamment le fait d'être en cétose, pour des malades schizophrènes, par exemple. Et on peut reproduire ça aujourd'hui sur des patients qui ont ce type de pathologie, ou bipolarité. Ils sortent des symptômes. Et aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de gens qui se mettent sur des... Alors, quand ils ont ce type de pathologie, sur des charges glucidiques beaucoup plus faibles, et qui arrivent à se sevrer des médicaments. Alors, sous contrôle médical, en étant accompagnés, etc. Mais on a manifestement des éléments environnementaux. Alors là, je parle de l'alimentation. Il y en a bien d'autres, puisqu'on n'a pas que l'alimentation qui nous traverse, malheureusement. Mais c'est clair qu'il y a un lien. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, tout ce qu'on observe de manière épidémique comme développement de maladies, alors TDAH, c'en est une, mais il y en a beaucoup d'autres au niveau psy. On ne peut pas dire que c'est juste lié au fait qu'on fait plus d'écran et qu'on est plus sédentaire. Alors, ça n'aide pas, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, j'ai vu une étude qui comparait les gens qui mangeaient des steaks végétaux à base de plantes vs non. Et pas forcément de la vraie viande. Ils pouvaient être végétariens, mais ils mangeaient pas ces produits-là, qui en réalité sont des produits ultra transformés. Tu parlais tout à l'heure de l'ingéniosité des industriels pour avoir de jolis packaging qui te donnent l'impression d'eux. C'est vrai que même moi, tu vois, je me suis fait piéger par le passé. Je voyais ça, je me disais, ça a l'air sain. Ça a l'air bon pour la santé. Et en fait, tu regardes la liste d'ingrédients, c'est long comme le bras. Il y a des édulcorants, des conservateurs, etc. à non plus finir pour essayer de reproduire la texture et le goût de la viande. Et dans cette étude, il montrait que ça augmentait la consommation de ces alternatives, augmentait de 42% les risques de dépression, des facteurs d'inflammation, forcément parce que c'est beaucoup plus riche en oméga 6, et puis aussi un déséquilibre du bon par rapport au mauvais cholestérol. Ça m'emmène sur la question des graisses, et tu l'as évoqué avec la cétose. En réalité, la graisse qui a toujours accompagné l'humanité depuis des millénaires, c'est la graisse animale. Puisque à l'époque on pouvait pas faire des centaines de millénaires. Oui, des centaines de millénaires. On pouvait pas faire de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, etc. À l'époque. Et il y a quand même une corrélation assez nette, apparemment, enfin visiblement, entre l'émergence de ces huiles de graines. Donc quand je parle d'huile de graines, c'est huile de colza, huile de tournesol, huile de soja, etc. Et margarine. Et la plupart des maladies métaboliques que sont diabète de type 2, cancer, maladies cardiovasculaires. Et tu parlais de cette prévalence des glucides. C'est vrai que pendant, justement, de façon concomitante avec cette évolution des huiles de graines, on a vu une espèce de fat bashing. On avait l'impression que la graisse que tu mangeais allait directement dans tes cellules adipeuses. Alors aujourd'hui, on sait beaucoup plus que, en général, c'est plus les glucides raffinés qui sont responsables. Puis de façon générale, le bilan calorique global de la journée par rapport à ta dépense. Mais est-ce que tu peux m'aider, me donner ton point de vue sur avant même de parler des graisses saturées, sur les graisses en général, tu racontais que tu en mettais toujours dans ton poulet, etc. Sur la place des graisses et la différence entre potentiellement du beurre et une margarine. Alors, c'est un très très vaste sujet. Quand tu dis on sait aujourd'hui que, je ne sais pas qui est on, parce qu'au final, sur la question des graisses, il y a quand même très peu de gens qui savent. Je pense que tu fais partie des gens qui savent, sûrement les gens qui écoutent tes podcasts peut-être aussi, mais c'est quand même pas si fréquent. Il y a quand même encore aujourd'hui vraiment une phobie du gras, à peu près de toutes les graisses. Même les gens qui se disent que, par exemple, l'huile d'olive, bon, elle est sûrement mieux que les autres, why not? Mais même ça, ils se le rationnent. Alors, comme tu l'as évoqué, l'humanité a effectivement prospéré, elle s'est même encéphalisée. C'est-à-dire, on a multiplié par 3 la taille de notre cerveau à partir du moment où on a eu accès à une ration beaucoup plus animale. Et dans l'animal, beaucoup plus grasse. C'est-à-dire que, visiblement, ce que les hominidés et donc les homo sapiens ont cherché très rapidement à faire, c'était d'accéder à la moelle
Donc on imagine qu'ils mangeaient aussi les abats, etc. Mais sur la moelle des os, c'est très clair, puisque là, on voit le développement des outils. Et on voit également pas mal de gisements d'ossements, de proies, d'humains, dont les os sont cassés, coupés pour accéder à ces substances-là. Donc on a un métabolisme qui est hyper bien fait. Et c'est pas une critique du végétarisme ou quoi que ce soit de le dire. C'est simplement factuellement. On a un métabolisme qui est hyper bien fait pour digérer les graisses animales, qui sont des graisses saturées, et les protéines animales. Alors c'est vrai que parfois, moi j'entends, parce que bon, on a tous des relations dans tous les cercles, on va dire des gens qui me disent, mais la viande fermente, pourrit à l'intérieur de nos intestins. Mais alors ça, c'est vraiment, c'est un hoax planétaire, c'est assez impressionnant. Non, mais non, on est vraiment fait pour digérer ça. Et d'ailleurs, on est à tel point fait pour digérer ça que donc quand on regarde les études de paléoanthropologie à l'échelle internationale, à peu près partout où on a eu des occupations humaines, quand on regarde dans les dents, donc en fait nos dents, ce sont des petits fossiles. Dès qu'elles ont fini d'émerger, les dents adultes, elles sont très très dures, et même quand le reste des os est décomposé, les dents souvent restent. Et donc en fait, ce sont des choses qui sont beaucoup analysées en paléoanthropologie, et on peut doser avec les isotopes du carbone, donc 2 isotopes du carbone et 2 isotopes de l'azote, quelle était l'alimentation des personnes qui portaient ces dents. Et donc, à peu près partout dans le monde, on était autour de 75% de la diète moyenne journalière animale, graisse et viande, et dans les endroits les plus où l'accès était plus compliqué, 66%. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est absolument énorme. Et il faut juste être conscient de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en vouloir. On a, quand il regarde par rapport à d'autres ossements, on a plutôt des dents de carnivores. Qui ressemblent à de carnivores, c'est absolument clair. Au-delà de la forme de nos dentitions aujourd'hui, on a vraiment des dents qui montrent que le régime était excessivement carnivore surtout sur des herbivores, et avec alors un peu de tubercules, etc. Bien sûr, il y avait un peu de plantes, mais c'était assez rare. Finalement, dans l'année, des choses comme les fruits, par exemple, étaient excessivement rares aussi. C'était une petite période de l'année. Et autre point très intéressant, c'est que la forme des maxillaires et la façon dont le squelette était constitué montrait qu'il y avait effectivement de la mastication assez raide. Et puis l'encéphalisation s'est produite quand on a eu accès au feu, enfin quand on ne sait pas comment si on le maîtrisait vraiment ou si on l'exploitait dans la nature, mais quand on a pu vraiment utiliser le feu de manière régulière et rendre encore plus digestes les viandes, et certains glucides aussi, mais majoritairement les viandes, on a pu accéder à cette chose extrêmement compliquée à entretenir, qui est notre cerveau. On a vraiment un cerveau qui est extrêmement compliqué à maintenir, qui nécessite une énergie énorme. Et on a dû faire un trade-off. Alors ça, c'est hyper bien expliqué dans ses travaux, notamment les travaux de Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue au CNRS, qui a publié un livre absolument fascinant en fin d'année dernière qui s'appelle « La tyrannie du cerveau » et qui explique justement toute cette évolution des hominidés depuis, on va dire une cousinade avec les primates jusqu'à le Homo sapiens avec son gros cerveau. Et en fait, on a 2 organes dans le corps qui sont extrêmement consommateurs d'énergie au quotidien. Et là, on est obligé de les alimenter. Le cerveau, les intestins. Et donc, en fait, quand on a développé ce gros cerveau, un des compromis qu'on a dû faire, c'était de raccourcir notamment le côlon dans lequel on digère tout ce qui est fibres fermentées cibles. Et donc, quand on regarde notre tube digestif, il est omnivore, mais il est omnivore à tendance assez carnivore quand même. Il faut en être conscient. On est moins omnivore qu'un cochon. On est plus carnivore. On n'est pas aussi carnivore qu'un chat, qui est 95% carnivore, mais on est quand même assez bien équipé pour ça. Donc avec un intestin grêle qui est assez développé, un côlon qui est assez court. Oui, parce que si on voulait être digérer plus de légumes, en réalité, il faudrait qu'il y ait plus de place pour qu'ils puissent fermenter. Et j'ai oublié un point très important, c'est qu'on a un estomac qui a un pH entre 1,1 et 1,5, ce qui est extraordinairement acide, et qui a pour intérêt de notamment pouvoir dissoudre les protéines animales et puis également stériliser. C'est vraiment un désinfectant massif. On ne trouve ça que chez les carnivores. Une fois de plus, c'est pas pour dire qu'on peut pas manger des légumes, on en mange, il faut en manger, très bien. Mais il faut être conscient qu'en fait, on a une limite métabolique aujourd'hui à la quantité de glucides qu'on peut ingérer, parce qu'on n'est tout simplement pas fait pour ça. L'épidémie de diabète qu'on observe aujourd'hui, elle est infaisable
sans un excès de glucides. C'est un épuisement du pancréas. Alors, il y a d'autres façons d'arriver au diabète. Enfin, je veux dire, on peut avoir des corollaires. Tu parlais de la question des huiles. Voilà, on peut arriver à ça aussi avec certaines huiles, mais massivement, le problème, c'est quand même une surcharge de décharge insulinique tous les jours. Et la décharge insulinique, elle ne se fait par le pancréas que quand on a une glycémie élevée à gérer. Ce qui est impossible avec autre chose que des glucides. C'est hyper intéressant. Donc déjà, on voit cette évolution avec la domestication du feu. Donc le feu a permis d'augmenter la densité calorique de notre alimentation, mais aussi potentiellement sa richesse, parce que on a tendance à résumer la viande à sa teneur en protéines, mais en réalité, c'est aussi les meilleures sources de vitamines et de minéraux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément surpris. Parce que pour moi, avant, je me disais, les vitamines, la viande, c'est pour les protéines. Et donc, je regarde ma consommation de viande par rapport à mon besoin protéique. Et puis, pour les vitamines, les minéraux et tous les autres composés, entre guillemets, bénéfiques, je mange beaucoup de fruits et de légumes. Et en fait, j'ai fait une analyse comparative et je me suis aperçu que c'était absolument faux. La plupart des fruits et légumes, pour 100 grammes, apportent moins de 10% des AGR, alors que la viande est pour beaucoup de vitamines et minéraux est au-dessus de 30, voire 50%. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a aussi le fait que autour du feu, on pouvait se raconter plein de choses. Donc, il y a eu aussi tout ce processus de socialisation, etc., qui, à mon avis, a joué un rôle dans le développement cognitif. Et après, tu cites la capacité à métaboliser donc les fruits et les légumes et la quantité limite. Là, il y a deux choses vis-à-vis de ça. Donc, tu as le problème de la glycémie dont tu as parlé. Qui est surtout vrai aujourd'hui avec les produits ultra transformés et beaucoup trop sucrés qui justement ont pas de fibres, etc., qui pourraient ralentir ce pic glycémique. Puis en plus qui sont pas forcément associés à des protéines ou des graisses qui pourraient le tamponner. Mais indépendamment de la glycémie, de ce que j'entends, on a aussi, en fait, ça demande de l'énergie de digérer ces fibres. Donc elles viennent nourrir peut-être l'écosystème intestinal, notre microbiote, etc. Mais elles ont aussi un coût énergétique, un coût métabolique, qui est un peu en compétition avec notre cerveau ou avec nos muscles quand on fait du sport. C'est d'ailleurs pour ça quand on fait des ultra trails on peut avoir des ischémies et quelques problèmes intestinaux. Donc voilà. Donc si j'entends bien ce que tu dis, on a quand même une forme de limite. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, l'anecdote personnelle, à un moment, je m'étais convaincu que le régime végétarien était le meilleur pour la santé. Je l'ai suivi. Et je me suis aperçu que d'une part, j'avais moins d'énergie, mais en plus, le ventre qui avait tendance à gonfler et à ballonner. Et je m'apercevais que j'avais du mal à gérer toute cette quantité justement de légumineuses, de riz, de céréales. De la même façon, quand j'ai fait de la musculation, je mangeais pas mal de glucides. Et en fait, je me sentais toujours lourd, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a un métabolisme assez extraordinaire. Quand on regarde, donc si on regarde juste au niveau des macronutriments, après on reparlera des vitamines et des minéraux. Grosso modo, on a glucides, lipides, protides. Et en fait, nos métabolismes, on est capable de se passer en réalité, alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer, mais entièrement de glucides. On ne peut pas se passer de graisse, ça c'est impossible. On ne peut pas survivre sans graisse, et notamment graisse saturée. On ne peut pas survivre sans protéines. On ne peut pas survivre avec que des protéines. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle le mal du caribou ou le rabbit starvation. Non, mais déjà, je comprends pas comment on pourrait avoir que des protéines parce qu'elles sont toujours accompagnées de graisses. Alors, non, mais juste pour te montrer à quel point on est dépendant des graisses, en fait, et notamment des graisses saturées. Quand les Européens sont partis sur le continent nord-américain et qu'ils ont essayé de coloniser le front nord, donc ce qui est maintenant États-Unis, Canada, etc., il y avait très souvent de la neige sur une bonne partie de l'année. Et ils savaient chasser, hein, donc ils chassaient. Mais ils se sont retrouvés confrontés à ce qu'on appelle le mal du caribou ou la rabbit starvation, qui est que au début de l'hiver, ça allait. Ils chassaient des animaux qui étaient gras, puisque les animaux, avant l'hiver, s'engraissent eux-mêmes. Hein. Voilà. Donc, ils avaient des rations qui étaient à peu près normales. Et puis, en fait, vers la fin de l'hiver, les animaux, en fait, avaient consommé progressivement leur graisse et ça devenait des viandes maigres. C'est-à-dire que même le caribou ou le lapin, etc., devenaient des viandes maigres. Eh bien, un humain, s'il ne se nourrit, s'il n'arrive à chasser que ça, s'il ne mange que de la viande maigre, ça prend pas très très longtemps, en fait, il devient un peu foufou et puis en fait, il meurt. C'est-à-dire métaboliquement, on n'est pas capable de faire ça. On a vraiment besoin des graisses ou, en l'occurrence, on peut rajouter soit des graisses pour arrêter le mal du caribou, soit des graisses, soit un peu de carbohydrates. Donc les deux marchent, mais on ne sait pas vivre que sur des protéines. On ne saurait pas non plus donc vivre que sur des glucides et on a besoin à minima de quand même pas mal de
graisse, et ça devrait être en fait l'apport calorique principal. Et on a tellement vilipendé les graisses depuis les années 50-60. Pourquoi Alors, en fait, pourquoi? Bonne question. Alors d'abord, on leur a trouvé un nom tout à fait affreux, c'est-à-dire qu'on a décidé de catégoriser les graisses et puis d'appeler les graisses qui sont stables, parce que c'est ça que ça veut dire, de les appeler saturées. Et en fait, pourquoi on les a appelées saturées? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens entendent saturé, ils ont l'impression d'être face à leur plomberie et d'avoir un bouchon, donc quelque chose qui va saturer leurs artères. Et ça a très très bien marché en fait, hein. Il suffit de donner comme ça des noms. Je ne sais pas si c'était intentionnel au début parce que l'idée c'est que simplement les chaînes carbone, hydrogène et un peu d'oxygène tous les atomes sont liés. En fait, il n'y a pas d'atome qui est en train de chercher des collègues ailleurs qui est instable en fait. Ils sont tous tranquilles, c'est ça que ça veut dire. Donc ce sont des graisses qui sont stables à température ambiante, souvent donc qui figent, et qui sont beaucoup plus stables à la cuisson que tout ce qui est ce qu'on appelle insaturé. Insaturé, ça veut dire qu'ils ont des électrons libres, entre guillemets, et qui cherchent à se faire des amis, mais pour ça, en fait, ils vont arracher des électrons ailleurs. Donc en fait, quand on a des éléments comme ça qui sont ce qu'on appelle insaturés, c'est pas forcément génial. Il en faut des petites quantités. On en a besoin de certains. Hein, les oméga 3 en sont par exemple. Les oméga 6 en petites quantités. Oméga 9 aussi. Mais c'est plus instable. Et en fait, c'est pas forcément une bonne idée de manger beaucoup de graisses polyinsaturées. Or aujourd'hui, effectivement, on a dans les produits alimentaires énormément de ces graisses-là. Donc ils ont commencé aux États-Unis avec la graisse de coton. Faire des margarines avec de la graisse de coton, fallait oser, mais ils l'ont fait. Graisse de soja, enfin huile de soja, huile de maïs. Et en fait, est-ce que tu sais comment c'est né ce truc-là d'ailleurs? La margarine pour remplacer le beurre. Parce que le beurre, c'est une très bonne graisse, très bonne pour la santé. J'imagine, parce que justement, on disait que les stable. graisses saturées augmentaient les risques cardiovasculaires, et donc on a décidé de faire une alternative végétale qui en plus était industrialisable. Alors, en fait, ça a même démarré avant ça. Ça a démarré au début du XXe siècle. Et c'est pas une blague, il y a eu à un moment un shortage, un manque sur le marché de suif, de graisse animale qui était utilisée pour faire deux choses, du savon et des chandelles. Et aux États-Unis, nous avions notamment, ce que je vous raconte est vrai, hein, Monsieur Procter et Monsieur Gamble, donc il y avait deux familles séparées, qui faisaient l'un des chandelles, l'autre des savons, et qui cherchaient tous les deux un substitut au beurre pour faire leurs produits. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser l'huile de coton en l'estérifiant, etc., pour en faire quelque chose de solide qui, au départ, ils n'ont utilisé que pour faire des chandelles et du savon. Et puis un jour, ils ont regardé cette chose, ils se sont dit, mais ça, bon, au final, ça ressemble quand même à du beurre. Si on rajoutait des colorants pour que ce soit jaune, si on rajoutait des trucs et des machins et puis on le vendrait comme du beurre. Et donc, Monsieur Procter et Monsieur Gamble ont marié leur fille et leur fils. C'est ça qui a démarré l'entreprise Procter et Gamble, qui s'est lancée dans la margarine. C'est comme ça que ça a démarré. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont trouvé ce, entre guillemets, succès d'année. Et ça a correspondu au moment où un monsieur, donc un chercheur qui s'appelait Ansel Keys aux États-Unis, a fait la fameuse... Alors, voilà, je te vois... sur le régime méditerranéen. Alors, au-delà du régime méditerranéen, il a fait la fameuse étude des 7 pays, 7 countries. En fait, il a étudié une trentaine de pays, et puis quand il a fait son étude, il en a mis 7. Ça faisait une belle droite, où on voyait plus il y avait de graisse saturée, et plus il y avait d'incidents cardiovasculaires. Et puis la réalité, c'est, je crois, 15 ou 20 ans plus tard, quand la totalité des points ont été remplis, en fait, ça faisait une grosse patate. Il n'y avait absolument aucune corrélation. Zéro. Sauf que le truc était lancé. C'est-à-dire que dans l'intervalle, en fait, toute l'industrie agroalimentaire, les recommandations nutritionnelles internationales, enfin, d'abord américaines, puis ensuite, ça fait traîner de poudre ailleurs, notamment en Europe. Tout le monde avait décidé que c'était donc à cause des graisses saturées que on avait des incidents cardiovasculaires, et puis après on a tout mis sur les graisses saturées, l'obésité, le diabète, enfin on entend des choses absolument, encore aujourd'hui, absolument incroyables, à tel point que des chercheurs, et il y en avait un à l'époque qui s'appelait Yudkin, qui était moins coriace que Ansel Keys, se sont fait totalement démolir, alors que c'est eux qui avaient raison, puisqu'à l'époque déjà Yudkin disait attention, pour rigidifier les artères comme ce qu'on observe et faire vraiment de l'inflammation,
ça peut pas être les graisses saturées, ça doit être plutôt les glucides, la glycation et d'autres choses qu'on connaît pas encore. Donc il s'est avéré que voilà, il y a effectivement d'autres choses, mais ce ne sont pas les graisses saturées. Les acides gras trans aussi, notamment. Les acides gras trans, donc ceux-là, ils ont été du coup éliminés, mais tout le monde confond les acides gras trans et les graisses saturées. Les acides gras trans, ce sont nécessairement des graisses polyinsaturées qui sont hydrogénées, et c'est ça qu'on appelle trans, partiellement ou totalement trans. Et qui n'existaient pas à l'état naturel, donc ils ne sont absolument pas reconnus par le corps, qui ne sait pas comment le gérer. Voilà, donc en fait, il existe un tout petit peu de graisse trans dans la nature, et notamment dans les produits laitiers, mais c'est en micro-quantité, et ces graisses-là, pour le coup, ont un comportement extrêmement différent, elles ont une forme moléculaire qui est très très différente, qui est reconnue parfaitement par le corps, et même ceux qui sont anti-graisse disent bien que les acides gras trans qu'on trouve dans les produits, notamment laitiers entiers, sont très bons pour la santé. Voilà, ils sont même, c'est pas qu'ils sont neutres, ils sont même bénéfiques. Et tu parlais des acides gras polyinsaturés, tu disais il ne faut pas en manger trop. Donc on pense aux oméga 3, aux oméga 6. Aujourd'hui, notre alimentation est très déséquilibrée en faveur des oméga 6. À savoir quand même que c'est quand même deux acides gras qui sont considérés comme essentiels parce que le corps n'est pas capable de les synthétiser seul. Mais si les oméga 6 sont le feu, qui servent à l'inflammation et qui est utile pour faire face à un stress aigu, à une maladie ou à un entraînement physique ou autre, eh bien ils doivent être mis en corrélation et en équilibre avec les oméga 3 qui sont un peu les pompiers. Et donc les deux devraient cohabiter sur des ratios relativement équivalents, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on recommande de diminuer la consommation d'oméga 6 et d'augmenter la consommation d'oméga 3. Pour autant, est-ce que tu penses que la consommation d'oméga 3, on a toujours intérêt à plus l'augmenter, ou malgré tout, il faudrait quand même plutôt augmenter plutôt la part d'acides gras saturés? En fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas donner des généralités. Ça dépend beaucoup des niveaux d'inflammation globale, d'activité physique, si tu es en convalescence. Enfin, voilà. Donc, en fait, ces besoins-là, ils évoluent quand même beaucoup. Ce qui est certain, c'est que globalement, aujourd'hui, on a une alimentation telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est consommée, qui est excessivement riche en oméga 6. Ça, c'est certain. Malheureusement, la raison est économique, c'est-à-dire que ce sont des graisses très peu chères. La majorité des huiles aujourd'hui qui sont dans les produits alimentaires transformés, c'est de l'huile de tournesol. Il y a un petit peu d'huile de colza, mais bon, quand elle est cuite, honnêtement... Ça reste quand même une huile hydrogénée, etc. Alors, elle n'est pas forcément hydrogénée. On a des huiles qui ne sont pas du tout hydrogénées. Hein. La plupart des huiles de tournesol ne le sont pas. Okay. Mais par contre, moi, ce que je voudrais voir arriver de la part de l'industrie agroalimentaire sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui monte, hein, là aux États-Unis, maintenant, il y a une grosse controverse sur ce qu'on appelle les huiles de graines. On va voir comment ça s'exporte en Europe, mais moi, je ne pense pas qu'on va éviter cette discussion-là en Europe. Cette conversation, elle doit avoir lieu. Et en fait, aux États-Unis, maintenant, on a carrément des applications mobiles consommateurs qui aident les consommateurs à détecter les produits alimentaires avec et sans huile de graines. Des restaurants, des réseaux de restaurants qui se sont organisés pour ne plus avoir ces produits-là dans leur friteuse ou dans leurs outils de cuisson. Donc, pour moi, là, il y a quand même un vrai sujet, c'est est-ce qu'on est capable de donner aux consommateurs l'indice de peroxydation de ces huiles polyinsaturées. Ça, ce serait vraiment, une belle avancée, parce qu'en fait, c'est encore plus pro-inflammatoire au-delà des oméga 6, hein, quand elles commencent à être oxydées. Et cet indice, donc il y a un indice qui s'appelle Totox, qui permet de donner l'information aux consommateurs. Or, personne ne connaît même l'existence de cet indice. Pour ceux qui prennent des gélules d'oméga 3. Mais... Voilà. Mais globalement, on va dire dans l'alimentation au quotidien d'à peu près tout le monde, personne ne sait qu'il y a des huiles de tournesol qui sont donc des variétés particulières qui permettent d'avoir de l'huile de tournesol qu'on appelle hautement oléique et qui est beaucoup moins facilement oxydable par rapport à de l'huile de tournesol classique. Personne ne sait comment il faut conserver ces huiles qui sont ultra fragiles, hein, instables, polyinsaturées, très instables. Pas grand monde les conserve réellement dans des flacons opaques, au frigo, et les consomme très rapidement. Enfin, bon, en fait, là, il y a quand même toute une éducation à refaire, hein, autour de quelles sont les graisses qui sont les meilleures. Alors, j'entends que les graisses animales sont plus chères. C'est une réalité, hein. Plus cher, déjà, est-ce qu'elles existent? Parce que donc là, nous, avec Féroce, on va lancer les suifs de bœuf d'herbe. Mais sinon, j'en avais jamais entendu parler, ni jamais vu en grande surface. T'as un peu la graisse de canard, mais bon, y a un peu toute cette controverse autour des élevages de canards et des foie gras, machin. Donc, tu sais pas trop si c'est une graisse saine ou pas. Et à part ça, qu'est-ce que t'appelles par exemple, le beurre est une très bonne, le beurre, okay, dans les produits laitiers, très bonne graisse. Oui, après, également, dans sûr, la pédagogie, moi, je vois quand je vais chez le boucher,
il me, entre guillemets, part la viande. C'est-à-dire que si c'est pas que c'est moi, il enlève le gras. Okay. Alors que je lui dis, mais non, faut me le remettre. Ou alors je lui dis, vous me gardez le gigot avec le gras. Mais aujourd'hui, quand on ne demande pas le gras, on ne l'a plus. C'est carrément jeté, en fait. Ce qui est... on est quand même allé très, très loin. Après, l'autre chose, c'est quand même que ces graisses-là, aujourd'hui, elles sont rarement aussi denses, notamment en oméga 3, que c'était le cas jusqu'à une période, on va dire, relativement récente à l'échelle de l'évolution de l'humanité, parce que les oméga 3 dépendent de la façon dont les animaux se nourrissent, et que typiquement, si on est sur des herbivores qui sont très peu nourris à l'herbe et beaucoup au grain, notamment au stade de l'engraissement, les oméga 3, il n'y en a quasiment pas. En fait, on inverse et on rend les graisses beaucoup plus fortes en oméga 6. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire de généralité non plus sur les qualités de ces graisses-là. Il faut qu'elles viennent d'animaux qui sont à l'herbe ou sur parcours. Donc, moi j'ai vu, en tout cas pour la viande de bœuf, qui est celle que j'ai le plus étudiée avec Féroce, que la viande de bœuf conventionnelle qui mange des céréales, donc du soja et du maïs, qui sont naturellement riches en oméga 6. Les oméga 6 qu'on retrouve dans leur graisse, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de leur alimentation. Et donc, avec des ratios de 1 pour 15, voire 1 pour 20, VS, nous, sur la viande féroce, qui est élevée à l'herbe, on est sur des ratios inférieurs à 1 pour 2. Donc, tu vois, la différence, il y a entre 5 et 10 fois moins d'oméga 6 ou 5 et 10 fois plus d'oméga 3 selon le côté par lequel tu le prends. Et donc, tu as parlé du beurre qui était potentiellement une bonne source de graisse, pourtant qui a été, vilipendé et qui est encore vilipendé d'ailleurs aujourd'hui. Et notamment de cette notion de les acides gras polyinsaturés peuvent être inflammatoires parce qu'ils sont fragiles, etc. Avec cet indice peroxyde dont tu as parlé notamment. Dès qu'ils sont extraits de la matrice, et c'est le problème des huiles. Ouais, ok. Et donc, je m'interroge parce que on entend souvent dire que les produits laitiers, justement, ils sont pro-inflammatoires. Alors, bon, ça, c'est aussi... il y a tout un tas de débats là-dessus. Je ne vais pas prétendre être une experte de ce sujet, mais par exemple, rien que sur le sujet des caséines, selon les races... C'est une protéine des produits laitiers et des fromages. Voilà. C'est ce qui fait que les fromages peuvent figer, etc. Eh bien, cette caséine n'est pas la même selon qu'on est sur par exemple, des races Pinot ou des races Holstein. Et donc, on a des alpha et bêta caséines. Il se trouve que quand on a sélectionné les vaches laitières pour les rendre ultra productives, on n'a pas fait exprès. Voilà, c'est comme quand on a rendu les tomates hyper productives, on a perdu le goût. Dommage, elles sont jolies, mais elles n'ont plus de goût. Là, en fait, on a aujourd'hui une dominance des caséines les plus irritantes, celles sur lesquelles la majorité d'entre nous ont le plus de réactions inflammatoires. Donc, en fait, c'est juste un exemple. Mais en fait, il n'y a pas les produits laitiers. Il y a différents types de produits laitiers. Et ce qui est certain, c'est que des produits laitiers très peu transformés, donc typiquement des produits laitiers d'animaux nourris à l'herbe, au lait cru. Personne ne peut dire que ces produits-là sont mauvais pour la santé, sincèrement. C'est donner une mauvaise note nutritionnelle à ce type de produit. Il a été beaucoup question là ces derniers temps du comté ou du roquefort ou même du beurre. C'est pas possible de dire que ces produits-là sont mauvais pour la santé. C'est pour des humains, en tous les cas, c'est vraiment l'inverse. Tu précises au lait cru, pourquoi est-ce que le lait cru est supérieur au lait pasteurisé ou au lait UHT? UHT, c'est des dégradations qui sont extrêmement importantes voilà, tout ce qui constitue le lait. Mais il n'y a pas que ça comme dégradation. Pour info, rien que dans un yaourt ou un fromage blanc, très souvent, le lait a été homogénéisé. Alors, quand les gens en entendent parler, ils se font aucune angoisse là-dessus. Je ne dis pas qu'il y a une angoisse maximale à avoir, mais rien que ça veut dire que pour que vous n'ayez pas la crème visible sur le dessus du pot de lait, ou de lait, ou de yaourt ou de fromage blanc, on a passé le lait à 250 bars, donc 250 atmosphères, à travers une membrane avec des petits trous microscopiques. Donc ça éclate en fait les lipides. Ça, c'est juste parce qu'on ne veut pas que ça se sépare et que vous ayez la crème sur le dessus. Puis ça se conserve un tout petit peu plus longtemps, mais quand même. En fait, même ces procédés-là, en fait, ça, c'est déjà une première quand même dégradation de la matrice. Et personne n'en est conscient. Idem quand on rajoute de la poudre de lait parce que les yaourts figent mal, par exemple, ou qu'on les veut hyper solides. La poudre de lait, c'est pas forcément meilleur produit laitier. Voilà.
Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des labels, tu nous as parlé un peu du label rouge. Est-ce que dans les fromages, on voit peut-être plus les appellations d'origine contrôlée ou protégée? Est-ce que c'est des gages de qualité supérieure? En gros, la question sous-jacente, c'est plutôt comment est-ce que je trouve justement des laits ou des fromages issus de caséine A2 de vaches qui ont été élevées en pâturage? Là, il faut se renseigner sur quelles sont les races qui produisent ce type de lait et aller voir les filières, les producteurs, les AOP, il y en a qui font ce type de produits. S'assurer quand même qu'effectivement les animaux sont à l'herbe, parce que AOP ne veut pas forcément dire à l'herbe. En fait, AOP, c'est plutôt des techniques de production. Ça garantit une façon, entre guillemets, traditionnelle. Et certains cahiers des charges d'AOP vont assez loin, malgré tout, sur justement l'accès à l'herbe, l'absence d'OGM, l'absence d'ensilage même, parce que tout ce que mangent les animaux se retrouve dans les produits. C'est beaucoup plus facile de faire des produits au lait cru très goûteux et sans problème, à la fois organoleptique, mais aussi bactériologique, quand on est sur des animaux à l'herbe. Donc voilà, tout ça se tient quand même, hein. Il faut se renseigner, mais très peu de gens, tu vois, sur la caséine, par exemple. Combien de gens connaissent cette affaire-là? Quasiment personne. Mmh. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, c'est vachement intéressant tout ce que tu as partagé sur les graisses, mais malgré tout, la science, elle évolue. Moi, je vois quand même pas mal de méta-analyses qui sortent, qui essaient de corriger un petit peu des biais d'anciennes études, notamment le biais d'utilisateur en bonne santé, qui justement montre que le cholestérol sanguin est principalement endogène et que la consommation de graisses saturées n'a que peu d'impact. Par contre, les glucides raffinés en ont. D'ailleurs, j'ai vu une étude où ils avaient remplacé les graisses saturées par des glucides raffinés et ils n'ont pas observé une baisse des taux de cholestérol, mais une augmentation. Pour autant, tu regardes le Nutri-Score, et ben, tous les produits un peu gras, que ce soit un steak de bœuf ou du beurre, ou même de l'huile d'olive, je sais pas quel est le statut de l'huile d'olive aujourd'hui, mais dans mes souvenirs, il était aux alentours de C. Un steak de bœuf, s'il est à 5%, il sera peut-être à C. S'il est à 15%, il sera peut-être à D. Je dis peut-être des bêtises, hein, tu vas me confirmer. Le beurre, je suis sûr qu'il est sur D. Bon bah voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évolution d'un outil qui est censé nous aider à mieux consommer, justement? Alors, je vais d'abord te répondre sur le steak, par exemple. Dès qu'il est à 15% de matière grasse, alors il est mieux maintenant si c'est maigre, mieux qu'avant, mais s'il est à 15%, il va être en C, peut-être en D, même si c'est plus gras. Donc effectivement, le steak dégringole assez vite dès qu'il a ces fameuses précieuses matières grasses dedans. L'huile d'olive, ça dépend de sa composition, mais plus elle a, donc l'huile d'olive, elle est assez équilibrée, elle a en fait pas mal de graisses saturées, l'huile d'olive. C'est pour ça que certaines huiles figent en hiver. Donc c'est une des huiles qui se rapproche d'ailleurs de la graisse de canard en termes de composition, l'huile d'olive. Il faut le savoir, la graisse de canard, c'est une super graisse aussi. Donc en fait, l'huile d'olive, en fonction de sa composition, puisqu'il y a tout un éventail de possibilités, il y a des huiles d'olive qui vont arriver en B, mais contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, elles ne seront pas toutes en B. Il y a des huiles qui seront clairement en C. J'ai fait le test là sur le nouvel algorithme du Nutri-Score, sur des huiles qui ont leur composition notée sur le site de Carrefour en huile d'olive. On a clairement des C. Et malheureusement, c'est pas ce qui est communiqué, donc je pense que tout le monde va du coup attendre que les industriels fassent eux-mêmes les calculs. Et c'est un petit peu dommage de dire ça. Ce que tu viens de dire sur le fait que des produits peuvent se retrouver en A également alors qu'ils sont problématiques pour la santé. Typiquement, on a beaucoup vilipendé l'huile de palme en disant c'est une graisse saturée. Alors déjà, ça c'est une bonne raison. C'était une bonne raison de la vilipender, rien que pour ça. Mais en disant, on observe qu'il y a trop d'acide palmitique, un acide gras, chez les gens qui font des incidents cardiovasculaires. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour faire de l'acide palmitique, en fait, il est majoritairement endogène, très majoritairement, c'est comme le cholestérol. Pour ça, il faut manger des glucides. Donc, plutôt du sucre, des choses raffinées. Donc, c'est quand même dommage de ne pas assembler tout ça, en effet, dans quelque chose qui fasse du sens en termes d'information nutritionnelle. Là, moi, j'ai regardé également sur le nouvel algorithme. Alors, c'est pas pour dire que le Nutri-Score n'est pas utile peut-être pour quelque chose, mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est extrêmement préoccupant que, par exemple, on nous dit Chocapic va passer en C. Alors, j'ai pris Chocapic, je l'ai rentré dans le nouvel algorithme, et j'ai regardé ce que ça donnait. Et bien, la réalité, c'est que c'est en C pour l'instant. Mais en fait, si on passe, alors c'est de mémoire, mais c'est vraiment des pouillèmes. Si on passe le sel de 1,1 gramme à 1 gramme, et les acides gras saturés, les fameux qui sont très mauvais dans Nutri-Score, de genre 2,2 à 2, donc ce qui est totalement accessible, il suffit de
reformuler un tout petit chouïa, ça va repasser en B. Donc Chocapic va à nouveau être dans le vert assez rapidement. Et je pense qu'il y a beaucoup de produits de ce type-là, c'est-à-dire des produits ultra transformés, très sucrés, en plus avec des matrices complètement artificialisées. Là, on est sur des céréales soufflées, donc avec une capacité à passer au niveau digestif. Tu peux expliquer l'extrusion et l'impact que ça a? Alors l'extrusion, en fait, ça consiste à exploser totalement. Ce qu'on appelle la matrice, c'est la façon dont les choses se tiennent. Si je te passe au mixeur, tu n'auras plus aucune cohérence. Et si je te mets sur un papier buvard, tu vas être absorbé hyper vite par le papier buvard. Aujourd'hui, tel que tu es, je te mets sur un papier buvard, tu vas rester solide assez longtemps avant de traverser ce papier buvard. Donc en fait, il se passe la même chose sur les aliments. Si tu les exploses, en fait, et vraiment le soufflage, donc c'est toutes les céréales, style les Crispies, les fameuses galettes de régime, les belles galettes extrudées. Typiquement, tout ce qui est galette, tout ce qui est les cracottes, les choses comme ça. Tout ce qui craque, quoi. Tous les céréales, tout ce qui craque. Oui, tout ce qui craque, tout ce qui est soufflé. Donc beaucoup de céréales de petit déjeuner. Tout ça, en fait, passe à travers le système digestif extrêmement vite. Alors, d'autant plus que, comme on a très peur des graisses, on va s'amuser à manger ça avec du lait écrémé, par exemple, ou des choses qui contiennent très peu de lait écrémé UHT. UHT. Donc, stérilisé, où on a tué à peu près tout ce qui pouvait être intéressant dans le lait. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les micro-organismes qui sont là-dedans, si c'est cru. Et donc, en fait, on se retrouve avec une charge glycémique absolument monstrueuse. Donc là, quand tu fais ça, c'est vraiment la plus mauvaise façon de démarrer sa journée. Et en fait, on ne fait ça que depuis 40-50 ans. Et encore de manière vraiment massive depuis 20 ou 30 ans. C'est effarant. Jamais les humains n'ont fait ça. Enfin, ça n'est pas possible. Céréales. Alors, si en plus, tu te rajoutes un jus d'orange, c'est comme ça, tu as ton fruit. Qui est l'équivalent en fait de 5 oranges dans ton verre. Et qui est plus de fibres, qui est UHT aussi, etc., qui est pasteurisé à minimum. En fait, là, tu te retrouves avec quelque chose qui fait que, alors, panique, glycémie, pic de glycémie très important, pic d'insuline. Quand on parle d'inflammation, en fait, c'est pas la peine de se dire qu'on va prendre des oméga 3. En fait, l'insuline, c'est un facteur inflammatoire. C'est même un facteur de croissance. Aussi, c'est assez proche de l'IGF-1. Et donc, en fait, quand on s'amuse 3 fois par jour, alors en plus en commençant dès le matin, quand on commence avec ça le matin, en fait, on n'arrive plus jamais à réguler, même si on se nourrit bien le reste de la journée, c'est fichu. Donc, en fait, quand on mange de cette façon-là, on se satellise, on fait une hyperglycémie. Après, on nous explique qu'il faut que les gamins ils fassent une pause à 11h et qu'ils remangent avant le repas de midi. Enfin, c'est complètement délirant. On n'est pas du tout fait pour ça. On n'est pas des grazers. On est très bien adapté à manger 1-2 repas par jour. Alors, on nous dit que c'est un drame si les gens ne peuvent pas manger 3-4 fois par jour, voire 5, mais on n'a pas du tout besoin de ça. Ça, c'est... En fait, c'est compliqué de digérer, ça nécessite de l'énergie. Tu as fait cette expérience-là en tant qu'athlète. En fait, si on veut bien réfléchir, si on veut bien performer, il ne faut pas être en train de digérer. Donc, les gens à qui on explique qu'en fait, il va falloir snacker en permanence pour se tenir debout et arriver à tenir leur vie de boulot normale ou de famille, c'est complètement orthogonal avec nos réalités métaboliques. Ça, c'est certain. Donc, extrudé, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça veut dire que c'est quasiment comme du sucre. Ça a le même index glycémique que du sucre blanc. Et c'est présenté comme parfois même des aliments de régime. Donc, c'est juste absolument fascinant. Ça veut dire que tu as à la fois le glucose, l'index glycémique, le fructose avec le jus d'orange en prime. Ce qui fait que là, tu as le cocktail parfait, non seulement pour faire hypoglycémie, hyperglycémie, NASH, stéatose hépatique, non alcoolique. Mon père en est mort. Donc, je connais le sujet. D'accord. Il détestait l'eau, du coup, il buvait des sodas, des jus de pommes, etc. toute la journée. À ce moment-là, j'avais moins de connaissances là-dessus. Et d'ailleurs, quand il a commencé à développer sa cirrhose, il continuait à boire du jus de pomme. Donc, il avait remplacé les sodas, etc. par du jus de pomme en se disant, c'est mieux, sûrement. En fait, tu vois, ça, c'est un des points. Alors, heureusement, il y a quand même des médecins qui ont fait des alertes depuis plusieurs années là-dessus en disant, attention, en fait, il faut manger des fruits. Le jus de fruits, c'est occasionnel, mais il faut être conscient qu'il n'y a plus aucune fibre là-dedans. Il n'y a plus non plus les ferments qu'il y a sur la peau, etc. Donc, c'est assez similaire. C'est beaucoup de fructose. Et on peut très bien faire une NASH avec des jus de fruits en pensant être complètement santé, quoi.
Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats, pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Ouais, c'est vachement intéressant tout ce que tu dis, et c'est vrai que moi je vois dans les rayons des magasins, tu vois parfois des céréales Bjorg ou autres, justement, bon, il y en a qui sont peut-être juste avec des flocons de céréales et puis quelques fruits secs. Bien que je suis pas sûr qu'ils fassent de l'extrusion. Non, c'est ce que je disais. Eux, je pense que c'est juste des flocons d'avoine avec des fruits secs, mais tu regardes quand même, il y a très peu de graisse, très peu de protéines et beaucoup de sucre quand même, ne serait-ce que par les fruits qui sont ajoutés dedans et qui sont lyophilisés. Mais par contre, t'en as, je crois que ma femme, elle en a déjà vu, Nutri-Score A, alors que pour le coup, ils sont extrudés. C'est pareil, tu vas au rayon surgelé, il y a des pizzas qui sont Nutri-Score A ou B. T'as des frites, pareil, tu vois. Et donc tu dis, et après, quand tu fais ce type de critique au Nutri-Score, ils disent, oui, mais ça t'aide à faire une sélection au sein du rayon. C'est-à-dire qu'il faut pas voir ça comme une valeur absolue, mais comme une valeur relative. Entre 2 pizzas, celle qui est notée B, elle est meilleure que celle qui est notée D. Oui, ok, sauf que les gens, ils le perçoivent pas du tout comme ça. Ils voient A, c'est que c'est bon pour la santé. Ils voient le steak D, ils disent c'est mauvais pour la santé. Ouais, en fait, c'est vrai que cet argument-là, moi, je l'entends pas vraiment parce que entre 2 beurres, il y aura jamais de différence. Et entre des céréales, là, je suis allée tester aussi là-dessus des céréales soufflées, peu sucrées, ça existe, hein, voilà. Elles vont même se retrouver en A. Alors que ça reste des bombes. Les galettes extrudées dont on parlait, ça reste des bombes aussi. Et en fait, on est en train de dire aux gens qu'avec ça, ils vont se faire du bien. En plus, ça a l'air léger. Enfin, je veux dire, on est vraiment à chaque fois toujours dans beaucoup de symboles, en fait. Sauf que quand on mange ça, non seulement c'est pas réellement léger pour le métabolisme, mais en fait, la meilleure façon pour engraisser, faire de la graisse corporelle, c'est pas de manger du gras. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'incorporation. Si je mange du gras, je vais devenir gras. En fait, c'est très compliqué. En tous les cas, métaboliquement, c'est plus compliqué de devenir gras en mangeant du gras. Non, mais sérieux. En fait, pour vraiment engraisser, il faut manger plutôt glucidique. On est hyper performant dès qu'on a un excès de glucides, on les assemble, on en fait des triglycérides, et ça, c'est ce qu'on stocke ensuite en graisse corporelle. On est hyper performant pour faire ça, en fait. Comme pas mal de mammifères, d'ailleurs, qui, quand ils hibernent, c'est exactement ça qu'ils font. Ils essayent de se gaver, notamment de fruits en automne. Et ils mangent beaucoup de glucides, hein, les animaux qui doivent hiberner. Beaucoup de végétaux. Et avec ça, si on en mange beaucoup, on fait des pics de glycémie et on stocke. Donc, dire aux gens que ça va être bon pour la santé, A ou B, mais même C, sur des céréales qui sont à 50% par exemple de sucre et en plus soufflé, etc. Et où en plus les industriels ont réduit les acides gras parce que c'est vraiment extrêmement disqualifiant dans l'algorithme, on n'est pas en train de donner les bons insights. Surtout dans un contexte de sédentarité, parce que en réalité, quand tu manges des glucides, au final, c'est un carburant pour le corps. Donc, qu'est-ce que le fait le corps? Tu parlais de l'action de l'insuline. Il va d'abord le stocker dans les muscles, en glycogène, puis dans le foie. Et une fois qu'il a saturé ces réserves-là, c'est là où il va faire des triglycérides et puis les stocker dans les cellules adipeuses. Donc, si tu fais pas mal de sport, tu vides régulièrement tes stocks. Donc, quelque part, tu pars d'un stock vide. Et donc, les glucides que tu vas manger, ils vont aller potentiellement se stocker dans tes muscles. Si en plus de quoi, t'es sédentaire comme 90% des gens, en fait, les stocks sont jamais utilisés, donc ils vont direct dans les cellules adipeuses. Alors, l'autre effet assez pervers de tout ça, c'est que, en fait, notre pancréas sécrète soit de l'insuline quand il doit sortir le sucre du circuit sanguin, parce qu'il faut quand même bien voir un truc. Pourquoi on est aussi bien équipé pour virer le sucre? C'est toxique. C'est toxique. Non mais voilà, en fait ça rigidifie. Quand on parle de glycation, quand on a des membranes, enfin tout ce qui est protéique, même les yeux, etc., les cartilages, tout ça c'est très très protéine. Quand on regarde la façon dont ces choses-là s'abîment, on appelle ça de la glycation. En fait, la glycation permet vraiment, accélère la rigidification de ces tissus. Mais pour faire de la glycation, comme son nom l'indique, il faut des glucides. Et donc, en fait, on a vraiment, quand on mange régulièrement glucidique, et c'est pas forcément les fruits et les légumes, le pire, c'est aussi, on mange beaucoup, beaucoup de céréales, à l'échelle aujourd'hui des populations entières, quand tu sécrètes de l'insuline, le temps que ta glycémie baisse, etc., tu es en train de stocker.
Mais en fait, si tu n'as pas des moments où ton corps est au repos, que ta glycémie baisse, etc., et où on te laisse être bien dans cet état-là, parce qu'on sait parfaitement gérer ce moment-là. Le moment où le corps est en hypoglycémie, c'est pas le moment de lui donner un sucre, c'est le moment de le laisser faire son job, qui est que le pancréas, à ce moment-là, ségrète du glucagon. Et le glucagon, qui est l'autre hormone hyper importante, va faire exactement l'inverse de l'insuline. L'insuline, elle a ouvert les cellules un peu de force pour rentrer les graisses des glucides assemblées à l'intérieur des masses corporelles. Le glucagon va faire l'inverse. Il va ouvrir la porte des cellules et il va dire on libère les graisses corporelles et on en refait du carburant pour le corps. On est hyper adapté. En fait, on est de merveilleux engins hybrides. On sait faire ça. On sait passer en cétose. On sait carburer uniquement avec des cétones, c'est-à-dire des produits de dégradation des lipides. Même si on n'a vraiment plus de glucides, on sait parfaitement faire. Et en fait, aujourd'hui, dès que les gens ont un tout petit peu faim, on leur dit qu'il faut qu'ils se rechargent. Et donc, en fait, on empêche le pancréas de faire ce job-là, de dire, bah tiens, là, ok, on va reconsommer, faire de l'autophagie, on va reconsommer les graisses, ce qu'on a stocké. On n'est pas destiné à stocker ad vitam aeternam, cumulatif, quoi. Et aujourd'hui, les gens n'ont l'impression qu'il n'y a qu'une solution qui est de faire de l'exercice. Alors, effectivement, ça aide, ça augmente le métabolisme basal, ça permet d'avoir effectivement de vider les stocks de glycogène, mais ça suffit pas, en fait. Il faut laisser aussi le corps au repos, consommer de manière naturelle les graisses stockées. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais le fait que l'intestin était très énergivore. Moi, c'est Fabien Moine qui m'a permis de réaliser ça, qui est un peu un expert français du jeûne sous toutes ses formes. Et c'est vrai que moi, je fais du jeûne intermittent depuis longtemps. Et outre les avantages métaboliques que tu viens de citer et puis d'autres, en termes d'énergie, de clarté mentale, et tous ceux que je connais qui le font, des entrepreneurs, etc., partagent ce constat. C'est beaucoup plus efficace. En fait, tu sens que tu réfléchis mieux, etc. Et en fait, tu as des gens, tu leur dis, bah, si je prends pas de petit déjeuner le matin, j'ai pas d'énergie. Mais en fait, c'est parce qu'ils prennent justement un petit déjeuner hyperglucidique qu'ils ont cette hyperglycémie puis cette hypoglycémie réactionnelle. Et donc là, effectivement, ils ont ce coup de mou, etc. Et ils disent, bah ouais, c'est parce que j'ai pas assez de sucre, tu vois. Mais en fait, ça, c'est la conséquence du petit déjeuner qui avait rien à voir. Et puis, t'évoquais le fait que les enfants, on leur donnait plein de goûters à 10h, à midi, à 14h, enfin à 16h, et puis après le soir. Moi, j'ai 2 filles, et l'aînée qui a 4 ans, je lui ai jamais donné de goûter, ni le matin, ni l'après-midi. Donc, le matin, elle a un œuf avec un petit morceau d'avocat et un petit morceau de pomme, par exemple, mais pommes entières, pas de jus de pomme. Bon, bah, le midi, malheureusement, elle mange à la cantine, mais franchement, c'est pas la pire, c'est une petite école de Haute-Savoie, et donc, voilà. Et puis au goûter, elle a jamais pris de goûter. Et puis le soir, elle mange à la maison, tu vois. Et en fait, ça lui a jamais manqué. Je pense que les enfants, s'ils réclament entre guillemets le goûter, etc., c'est parce que d'un point de vue sociétal, c'est les parents qui leur ont donné cette éducation-là. Et donc après, ils disent, bah oui, mais mon enfant, il en a besoin, il réclame. Mais il réclame pas par besoin métabolique, il réclame parce que depuis tout petit, ses parents leur ont donné l'habitude, quoi. Mais on a ça aussi on le voit sur beaucoup d'enfants qui consomment des jus, qui sont plus capables de consommer de l'eau. C'est-à-dire que, en fait, alors que l'eau, c'est vraiment le liquide de base, on devrait s'hydrater essentiellement avec de l'eau, à la limite, bon, tisane, thé, etc., café, mais l'eau. Et en fait, tellement d'enfants ont été abreuvés au jus de fruits qu'ils trouvent que l'eau, c'est mauvais. Mais même une bonne eau, je ne nie pas que certaines eaux du robinet sont quand même pas terribles, mais il y a quand même pas mal d'eau qui sont tout à fait buvables, tout à fait bonnes, et même ça, pour eux, c'est plus possible. Et ça, c'est effectivement, c'est du conditionnement, c'est très, très culturel. Ouais. Et je pense que ce qu'on peut, je sais pas, conclure, ça c'est un grand mot, mais en tout cas retenir de tout ça, c'est que globalement, quelque part, un produit qui n'est pas transformé ne peut pas être mauvais presque. Enfin, je veux dire, la plupart des produits, quand les aliments, les nutriments, etc., sont conservés dans leur matrice, etc., vivent dans un équilibre qui a toujours existé. Non, t'es pas d'accord ? Non, là, je suis pas d'accord. Okay. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même dans un système global dans lequel, d'ailleurs, c'est pour ça que des marques comme Sans résidus de pesticides, etc., existent. On a quand même une charge de pollution sur certains ingrédients ou aliments bruts qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, tu le sais, puisque tu fais des analyses pour vérifier que tes viandes, les abats, etc. sont clean, il y a quand même un vrai enjeu. On n'est jamais complètement sûr, en fait, même quand on essaye de faire bien et de s'approvisionner hyper clean, c'est difficile d'être sûr que c'est réellement clean. Donc, de ce point de vue-là, je
pense qu'il y aurait quand même beaucoup à dire. Il y a une très belle analyse sur une très vaste cohorte aux États-Unis qui a été faite par l'université de Harvard et qui a montré donc ils ont divisé la cohorte en 4 types de mangeurs. Et je crois que ça s'est étalé sur 30 ans. Ça a fait une énorme controverse il y a 2 ans. Ça a été publié, notamment, il y avait deux beaux articles dans Le Monde. Les gens qui mangeaient plus végétal, beaucoup de fruits et légumes, on va dire, avaient une mortalité équivalente, il faut être bien accroché, au pire quartile qui mangeait de la junk food américaine classique. Le seul quartile qui s'en sortait mieux, c'était ceux... Alors en plus, il y a eu non seulement observation des régimes alimentaires, mais aussi des analyses biologiques pour savoir ce qui circulait dans le sang des gens. Donc ils ont regardé quels étaient les polluants et la correspondance avec les régimes. Et donc en fait, il y a une corrélation assez nette. Ceux qui ont effectivement une longévité, mais je crois que c'est un paquet d'années en plus, hein, c'est ceux qui mangent un peu plus végétal. Alors bon, là, on peut discuter de ça parce que par rapport à du junk food, je ne sais pas si c'est vraiment le plus végétal qui fait le cut, mais surtout avec très peu de résidus de pesticides. Ce qui fondait la différence, c'était les résidus de pesticides, ou bien parce qu'on pourrait aussi imaginer des carences. Moi, j'ai reçu pas mal de gens de médecins, de scientifiques, de nutritionnistes sur Limitless qui sont assez alarmés par les niveaux de carence mondiaux. Initialement, ils voyaient ça surtout chez les sportifs et les femmes enceintes. Maintenant, ils s'aperçoivent et les personnes âgées, maintenant, ils s'aperçoivent que tout le monde est pas mal touché, pour plein de raisons, justement, augmentation de la part d'aliments ultra transformés qui sont des calories vides, stress qui diminue les capacités d'absorption, appauvrissement des sols qui diminue la quantité de nutriments qu'on retrouve à la fois dans les végétaux, mais aussi dans les animaux, parce que les animaux, les vitamines et les minéraux, ils les trouvent dans les plantes qu'ils mangent. On en revient toujours à la même boucle, hein. Enfin voilà, et donc malgré tout, il y a un peu tout ce constat quand même que les régimes généralement végétariens et pire vegan étaient généralement plus carencés. Alors parfois à court terme, il n'y avait pas vraiment de conséquences, mais je sais pas si tu as entendu parler de la théorie du triage qui suppose que le corps il va toujours privilégier ses mécanismes de survie et de reproduction à court terme, quitte à laisser de côté tout ce qui pourrait lui donner des avantages de survie à long terme. Donc, en cas de manque de zinc, par exemple, ou de magnésium, ça a été montré notamment sur le sélénium, il va favoriser la création de protéines. Les protéines dans le corps, c'est les briques de Lego, c'est notre maison, qui sont indispensables à sa survie à court terme. Donc, tu as l'impression que ça va, mais en n'opérant pas la construction des protéines liées à la survie à long terme. Et donc, tu as l'impression que ça va, puis en fait, ça va pas si bien que ça, et quand tu vieillis, tu t'aperçois que tu as plein de problèmes, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est quand même l'expérience que malheureusement font beaucoup de gens, et on est nombreux à avoir une alimentation qui est très sous-optimale par rapport à nos besoins. Tu disais aussi que les animaux ne peuvent restituer que ce qu'ils ont effectivement assimilé, mangé. Et là, moi, j'ai été extrêmement surprise la semaine dernière d'apprendre que dans les recommandations JMRS, donc pour les cantines, donc pour les enfants jusqu'à 18 ans, jusqu'au lycée, les recommandations officielles en France, c'est par exemple de ne jamais donner d'abats à manger aux enfants dans les cantines, alors que c'est ce qui est le plus riche, en fait. Quand on mange des animaux, c'est pas seulement pour se dire qu'il faut pas gaspiller qu'on doit manger des abats. Typiquement, foie, cœur, rognons, etc. sont des aliments ultra concentrés. On n'aurait pas pu survivre en tant qu'espèce, en fait, si on n'avait pas consommé ces choses-là. Et d'ailleurs, dans tout un tas ça c'est aussi des travaux de paléoanthropologie ou d'anthropologie plus récente, dans des peuples qui sont restés encore sur ce type de diète, quand un couple se marie, etc., ou quand on a des enfants ou des gens qui sont convalescents, on offre des foies, voilà, en fait, c'est les choses les plus précieuses. Et en fait, aujourd'hui, nous, on appelle ça les abats, quasiment, on les donne à nos pets, à nos animaux domestiques, quoi. C'est assez ridicule. Quand on parle de carence, si on ne mange pas les abats, je vois pas comment on fait, en fait. On ne peut pas ne pas être carencé. Alors, ça prend un certain temps à s'installer, mais quand c'est installé, c'est très, très difficilement récupérable, quoi. Je ne peux être que d'accord avec toi, puisque justement, j'ai eu l'idée de cacher du foie de bœuf dans des steaks hachés, mes fameux hachés féroces. Et d'ailleurs, c'est venu d'une étude d'un professeur américain qui s'appelle T. Bell, qui a classé les aliments par densité nutritionnelle pour voir lesquels étaient les plus susceptibles de couvrir nos besoins en vitamines et minéraux élémentaires indispensables. Et il s'est appuyé de 7 grammes de foie de bœuf. Là, il faudrait consommer 1,3 kg de légumes pour avoir la même concentration. Dans haché féroce, tu as 22 grammes de foie de bœuf, donc tu as l'équivalent d'à peu près 4 kg de légumes.
évidemment, je dis pas qu'il faut pas manger de légumes, mais qui peut manger 4 kilos de légumes aujourd'hui, tu vois? Bon, ça me fait le parallèle quand même. Pardon, vas-y. Un des points également, c'est que, et on revient sur la question du mode d'élevage dont on parlait tout à l'heure, le foie, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. On ne se pose pas la question aujourd'hui, on a une recrudescence de scorbut chez les enfants en France. Ah oui. Moi, je pensais que ça avait complètement disparu comme maladie. Alors, attends, ils mangeaient du jus d'orange, comment ça fait? Le jus d'orange pasteurisé. Donc en fait, c'était une boutade. Scorbut, c'est une maladie mortelle quand même, hein, et ça se termine pas joli. C'est vraiment très très moche. C'est assez facile. Il faut manger de la vitamine C. Et donc au début, donc ça fait quelques mois qu'on a ces alertes en milieu hospitalier d'enfants qui arrivent avec des scorbut en France. C'est juste infernal. Et en fait, on a différentes façons de gérer ça, mais comment faisait... Moi, je reviens toujours à notre métabolisme n'a pas changé, en fait. On est sur le même métabolisme qu'il y a 100 000 ans, 200 000 ans. Comment est-ce qu'on faisait avant pour ne pas avoir le scorbut, en fait? Est-ce que les gens avaient un potager, mangeaient des fruits et des légumes tous les jours en quantité suffisante? Parce qu'en plus, il nous en faut des quantités assez importantes aujourd'hui. De vitamine C? Ouais. Alors, il y a les oxydations, avec ce qu'on mange, la façon dont on vit, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, la réalité, c'est que quand les animaux sont des herbivores qui broutent de l'herbe, donc qui bourrent de vitamine C, ils les concentrent notamment dans le foie. Et donc, je suis quand même épatée de voir que, typiquement, les Esquimaux, les Maasai, etc., qui sont très, très, très fortement carnivores, n'ont pas de scorbut, mais ils n'ont pas de scorbut pas parce qu'ils ont une adaptation génétique, simplement parce que ils mangent le foie et que le foie est très riche en vitamine C quand il est issu d'animaux qui broutent de l'herbe. Parce que s'ils broutent des céréales, il y a 0 vitamine C dans les céréales, dans le soja. Donc, il y a 0 vitamine C dans ces cas-là dans le foie. Donc, en fait, c'est pas le foie, c'est les foies des animaux nourris à l'herbe permettent de ne jamais avoir le scorbut. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on a une compétition au niveau sanguin pour le transport de la vitamine C jusqu'à nos cellules, etc. Parce que, alors sans rentrer dans les détails, c'est en compétition, c'est un transporteur qui sert aussi pour le glucose. Donc, on en revient à cette surconsommation de glucides raffinés, quoi. Donc, voilà, si trop de glucose, si glycémie élevée, ça va être en compétition et tu vas avoir besoin de surcharger, en fait, en vitamine C pour compenser le fait que tes transporteurs sont saturés de glucose. Donc, en fait, avant, on n'avait pas besoin d'autant de vitamine C qu'aujourd'hui aussi. Donc, c'était 2 effets. Mais tu as, dans 100 grammes de foie, quand c'est nourri à l'herbe, quand l'animal a été nourri à l'herbe, tu as autant de vitamine C que dans un agrume, qui est quand même hyper concentré. Puis après, il y a tout ce qui est lactofermentation aussi, qui permet d'augmenter la vitamine C, par exemple des choux, etc. Ok, je sais pas. Ouais, ça c'est une très très bonne façon aussi de manger de la vitamine C sans avoir à manger des agrumes. Microbiote. Oui, exactement. Et juste pour la parenthèse, précisons quand même que le glucose, il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui se disent moi je mange pas de sucre. En fait, quand on parle de glucose, n'importe quel glucide, donc même des céréales, du riz par exemple, tu manges du riz, après l'avoir mâché suffisamment dans la bouche, ça devient du glucose. Et d'ailleurs, 50% de la digestion des glucides se passe dans la bouche. Et qu'est-ce que on a tendance à faire avec les glucides raffinés, donc tout ce qui est pain, pâtes, etc. C'est des choses qui sont très faciles à mâcher parce que mou, etc. Et donc on les avale en fait, on les mâche pas. Alors que 50% de la digestion se fait par la mastication et notamment l'amylase salivaire. Et donc il faut vraiment que ce soit enrobé. Donc c'est pas seulement l'idée de faire une bouillie, c'est qu'il faut que l'amylase elle ait le temps de rentrer, de pénétrer. Et l'amylase, c'est comme des petits ciseaux qui vont venir couper justement ces glucides complexes pour les transformer en monomères qui sont le glucose. Bon, parenthèse, c'est pas le sujet. En tout cas, on a quand même cité l'absence d'ultra-transformation, les pesticides, le mode d'élevage. Cadmium. Quoi ? Cadmium. Gros sujet. Je pense que c'est l'un des prochains, on va dire, l'une des prochaines grosses préoccupations pour l'agroalimentaire. En fait, on a un certain nombre de produits alimentaires aujourd'hui même tout à fait bruts qui sont contaminés au cadmium. Il y a eu une autosaisine de l'ANSES sur le sujet, qui a publié un rapport l'an passé de mémoire là-dessus. Et quand même un assez grand nombre maintenant de personnes de la communauté médicale qui s'inquiètent de la présence de cadmium de manière assez élevée dans les tubercules, donc notamment les pommes de terre, les carottes, certains légumes, mais également certaines céréales comme le blé. Et la saisine de l'ANSES montre que notamment les enfants et adolescents, pour entre 15 et 20% d'entre eux aujourd'hui, avec les doses totalement normales de ce qu'on mange aujourd'hui en alimentation, céréales, pommes de terre, etc., dépassent les doses toxiques de cadmium. Même si on mange bio ? Alors,
Ils font la distinction effectivement dans le rapport parce que le cadmium vient d'un problème de pollution des sols. Et effectivement, avec donc notamment les engrais phosphatés, ces engrais sont interdits en bio. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fantômes, mais enfin, quand même, assez rapidement, comme c'est exporté par les productions, après une conversion bio, visiblement, de ce que dit l'ANSES, il y en a largement moins. Par contre, si on continue à rajouter des engrais phosphatés, donc qui pour info viennent, pour ce qui est de la France, très très majoritairement d'Afrique du Nord, et une fois de plus, c'est pas une critique, c'est comme ça que c'est fait, c'est-à-dire c'est des mines dans lesquelles on a des phosphates. Et dans ces mines de phosphates, au Maroc, c'est de la roche qu'on sort, qu'on pulvérise et qu'après on met dans les champs chez nous et ailleurs. Mais on est particulièrement dépendant de cet appro-là en France. Dans ces mines du Maroc, les phosphates sont mélangés avec du cadmium. Cadmium, c'est un métal lourd, c'est un peu comme du mercure, du chrome, c'est un métal lourd. On ne veut pas manger ça, en fait. Sauf que ça coûte quelques euros, peut-être 10 euros la tonne, de ségréguer le cadmium des phosphates. 10 euros la tonne, c'est rien. Sauf que comme il n'y a pas de demande, comme pour l'instant, il n'y a pas encore... Il faut que la pression vienne des consommateurs. Il faut que la pression vienne des consommateurs. Comme ce sujet n'a pas encore émergé, on laisse faire. C'est-à-dire qu'on pollue avec des polluants persistants. Le cadmium, il ne s'en va pas. Une fois de plus, c'est un métal lourd. Et ensuite, ça arrive dans à la fois l'eau des puits en milieu rural, j'en sais quelque chose, et dans les aliments. Et c'est un produit, un métal qui est cancérigène, reprotoxique, mutagène, et certains médecins aujourd'hui, alors en milieu hospitalier et sans aucun conflit d'intérêt, qui ont en début d'année fait donc en CHU une publication pour dire attention, on pense que l'explosion de cancer du pancréas en France, on a le record du monde de la progression de cancer du pancréas, est liée au moins en partie à la toxicité par le cadmium. Donc, produit brut ne suffit pas. Il faut vraiment aller sur des systèmes de production ou un certain nombre d'intrants. Enfin, en tous les cas, si on raisonne santé. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de perdre un petit peu ça de vue. C'est vrai que ça fait beaucoup de sujets. Parce que quand tu dis « je veux pas manger ultra transformé », j'ai plus peur des graisses saturées. Donc, voilà, je peux me rabattre sur d'autres choses que j'imaginais plus manger. Mais d'un autre côté, même les produits bruts, produits de qualité, oui, mais attention, on doit quand même être vigilant sur certains points. Ça fait beaucoup de choses pour les consommateurs. Et c'est pour ça que des choses comme par exemple Nutri-Score qui offre une synthèse qui paraît hyper simple, où on n'a plus à se poser de questions, ça fait une forme de normalisation et ça invisibilise en plus ces sujets-là, puisque Nutri-Score dit bien, nous, additifs, résidus de pesticides, encore moins cadmium, tout ça, c'est pas notre sujet. Donc, on n'en parle pas. Et si jamais on en parle un jour, donc il y a le projet de mettre éventuellement un bandeau noir autour de Nutri-Score pour les produits ultra transformés. Mais je pense que ça va être très binaire parce qu'en fait, il va y avoir des produits, la patate pas transformée. Déjà, s'il y a un Nutri-Score, c'est que c'est un produit transformé. Sinon, il n'y aurait pas de Nutri-Score. Typiquement, non. Les produits bruts, en général, il n'y a pas de Nutri-Score. Le beurre, l'huile, etc. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de produits bruts, de fromage, pareil. Beaucoup de produits bruts qui ont des Nutri-Score. Et justement, c'est là la limite de ce qu'on peut dire à l'intérieur des catégories pour de la comparaison. Mais en tous les cas, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'avec cet outil-là et avec les sujets qu'on vient d'évoquer, je ne pense pas qu'on puisse gérer le problème de santé publique, obésité, surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Avec ça, on a besoin d'une pédagogie beaucoup plus nuancée, beaucoup plus profonde, voire sur certains sujets orthogonale. J'ai testé la galette de riz, je te dis, elle est A en Nutri-Score. Certaines céréales vont à nouveau être en vert. Moi, je pense que là, on a, malgré le sucre, etc., on a vraiment un souci, quoi. Justement, tu parles de pédagogie. C'est ce que tu participes et contribues à faire en intervenant sur ce podcast. C'est ce que tu fais sur ton compte LinkedIn où tu fais tu débunkes un petit peu des tas de croyances et c'est hyper intéressant. Et puis, tu es aussi Head of Science de Planet Score, qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça une alternative au Nutri-Score, mais en tout cas qui propose à la fois de qualifier la qualité des aliments sur le plan de leur impact environnemental, mais aussi l'absence de pesticides et de polluants, d'ultra-transformation, les modes d'élevage, de rétribution des producteurs. Et quelque part, malgré tout, ça semble être, je dis bien ça semble, être une façon, un outil en tout cas plus... avec moins de biais que ne peut l'être le Nutri-Score. Et d'ailleurs, je me demande, Yuka, il se base sur le Nutri-Score.
Alors, Yuka utilise Nutri-Score, mais pour 60% de son calcul. Okay. Donc, ils vont faire un peu plus loin. Ils vont un petit peu plus loin, et notamment sur la question des additifs ou des nitrites. Les nitrites, le Nutri-Score ne les voit pas non plus. Mais ça garde une base qui est quand même majoritairement Nutri-Score. UFC montre aussi Nutri-Score. Alors, ils le montrent tel quel. Mais par contre, ils ont à côté quelque chose qui permet aussi d'aller plus loin, qui s'appelle la note santé. Et on peut très bien avoir un Nutri-Score vert et une note santé rouge. On trouve ça où, UFC, sur l'application? Sur l'application mobile d'UFC Que Choisir qui s'appelle Quel produit, qui est une Et appli on peut conso. scanner pareil que Yuka? Et on peut scanner. En plus, vous aurez Planet Score dessus aussi. Trop bien. Donc ça permet d'avoir l'info complète. Et effectivement, nous, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut arrêter ou remplacer Nutri-Score. C'est que, il faut que Nutri-Score évolue. L'équipe Nutri-Score elle-même parle maintenant beaucoup d'ultra-transformation. Donc il y a un moment où il faut que ça se voit, mais il faut aller bien au-delà de l'ultra-transformation. On a parlé du cadmium, des résidus de pesticides, tout ça n'est pas dedans. Mais au-delà de ça, on a aussi un autre point sur la transformation qui est que, et d'ailleurs ça vient de sortir dans la saisine de l'ANSES sur le soja, en fait on a aussi un problème de mauvaise transformation, notamment de certains produits végétaux. Typiquement les légumineuses, par exemple, mais les céréales également, qui ont des facteurs antinutritionnels que traditionnellement on savait lever. On faisait tremper, on faisait pré-germer, on faisait fermenter avec les levains, par exemple, pour le pain. Aujourd'hui, on a l'impression que le pain, à partir du moment où il y a des bulles, c'est bon. Donc on met de la levure de boulangerie, ça dégaze du gaz carbonique. Et ça fait ils des ont le bulles, droit d'appeler ça pain au levain. J'ai vu ça. T'en as qui disent c'est du pain au levain. Et en fait, il y a du levain, mais aussi de la levure chimique. Et en fait, ce qui est intéressant avec le levain, c'est que ces petites bactéries vont aller prédigérer notamment le gluten, etc. Et surtout l'acide phytique, qui est l'antinutriment essentiel dans les céréales panifiables. Il faut vraiment que ce soit du 100% levain naturel, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, dès que tu as tu peux dire que tu en as un petit peu, mais c'est comme le pâté à la truffe, tu vois. tu en mets un peu pour dire qu'il y en a, mais globalement, c'est la levure de boulangerie qui va faire le job de faire les petites bulles. Et donc, tu vas avoir un procédé hyper court, alors que la fermentation, en fait, si on veut vraiment lever les facteurs antinutritionnels, c'est comme un trempage. Le trempage, c'est pas 1 heure. Quand tu trempes des pois chiches ou des lentilles, ça doit durer au moins 24 heures. En plus, il faut des rinçages, etc. Et donc, en fait, si on ne fait pas ça, on se retrouve avec le problème qu'on a là, où carrément l'ANSES vient de dire qu'elle demandait, la recommandation officielle maintenant, c'est d'arrêter de servir tout court du soja, des produits à base de soja dans les cantines, privées et publiques. Parce que trop d'isoflavones, etc. Alors que typiquement, quand on est sur des tempeh, des nattos, des sauces de soja fermentées, avec des fermentations tradies, t'as beaucoup moins d'isoflavones. Donc le tofu, on a plutôt intérêt à éviter, quoi. Certains tofu, en fait, là aussi, c'est pareil, personne ne fait la distinction, mais il y a des méthodes traditionnelles et des méthodes qui ne le sont pas. Celles que tu achètes en grande surface, ça m'étonnerait que ce soit des méthodes traditionnelles. Mais voilà, si tu fais simplement du lait de soja, si tu fais juste des galettes avec des protéines de soja, etc., visiblement, ça fait pas le cut. Donc, au-delà de l'ultra-transformation, tu as aussi la sous-transformation. Et c'est aussi un sujet, en fait, pour nous, on n'est pas des granivores, on n'est pas... Typiquement, ça poserait pas de problème à une poule, hein. Ce qu'on est en train de dire là, ils sont capables, l'acide phytique, et ils s'en débrouillent, tous les facteurs antinutritionnels des légumineuses aussi, mais nous, non, c'est pas faire, on n'est pas adapté à ça. En fait, il faut juste réaliser que c'est pas quelque chose qu'on mangeait, ou quand on a commencé à le manger, on l'a transformé pour arrêter d'en souffrir, en fait. Bon, Sabine, c'était absolument passionnant. Je suis triste de ne pas avoir eu le temps d'évoquer le volet environnemental, mais j'ai décidé de venir, si tu m'invites en tout cas, te rendre visite chez toi près de Toulouse. Et puis comme ça, tu pourras me présenter ta recette de poulet cocotte et en même temps, on fera une vidéo sur l'aspect environnemental et notamment le fait que l'élevage régénératif peut avoir un bilan carbone positif. Enfin, négatif en réalité, mais bon, dans la tête des gens, négatif, c'est pas bien, donc on va dire bilan carbone positif. Pour finir, une empreinte eau favorable également, puisque ça fait partie aussi des Hawks. Il y a du très mauvais, mais il y a aussi du très bon, et ça peut être très équilibré par rapport à des productions végétales. Je te propose de faire juste un petit takeaway. S'il y a 2-3 key points que nos auditeurs peuvent emporter avec eux, des changements dans leurs habitudes de vie qu'ils peuvent faire dès demain, tu vois, si tu as 2-3 choses à leur conseiller, des choses vraiment applicables, concrètes. Moi je dirais se challenger, mais se challenger pour de vrai. Moi le jour où on m'a dit mais tu sais tu devrais essayer sans petit déjeuner, voir ce que ça donne, parce qu'en fait je ramais physiquement sur la ferme, notamment les matinées, et je leur ai dit mais attends, si je mange pas le matin, juste je vais rien pouvoir faire. Les 2-3 premiers jours à l'échelle d'une vie, hein, c'était un peu difficile. À partir du 4e, je me suis rendu compte que réellement j'étais
hyper physiquement en forme. Ça fait, je crois, maintenant 5 ou 6 ans. Donc ça, c'est grâce à un collègue que je trouvais vraiment qui carburait hyper bien, très athlétique, et voilà, qui mange normalement, enfin, de ce que je conçois comme étant normal. Et effectivement, challengez-vous, essayez de voir si vous avez réellement besoin de manger 3 fois par jour. Alors 4 ou 5, c'est sûr que non. Mais même 3 fois, je suis pas sûre. Et moi, j'ai trouvé énormément d'énergie, en fait, là-dedans. Et également, essayer de vous reconnecter à des sensations. La mastication, prendre le temps, pas manger devant des écrans. Tu parlais de sociabilité. Prendre le temps de discuter, prendre le temps de déguster. En fait, on a perdu un petit peu tout ça. Et du coup, là, les produits bruts retrouvent vraiment toute leur place. Et moi, je me suis rendu compte, même des légumes, on pourrait se dire un chou, c'est un chou. Ben, réellement, je peux vous garantir que 2 choux-fleurs produits de manière différente, vous n'allez pas avoir le même goût dans celui qui a été produit de manière plus respectueuse. Ça se sent. Et il y a plein d'agriculteurs qui font des efforts justement pour être sur cette trajectoire-là. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à reconnecter avec nos sensations, en fait. Et quand on se reconnecte à ces sensations, pour moi, c'était un peu difficile de me rendre compte qu'en fait, j'avais besoin de plus de viande. Typiquement, enfin, je suis désolée, c'est pas du tout pour te faire de la pub, mais je me suis très très longtemps, pendant plus de 30 ans en fait, beaucoup limitée là-dessus, pour la planète, pour l'éthique, pour tout un tas de raisons qui sont... Alors déjà, c'est aussi pour ça que je fais du debunking, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des idées préconçues que je contribuais à charrier, qui étaient fausses, notamment sur certains enjeux environnementaux, certains enjeux éthiques aussi, on peut faire bien. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, physiquement, manger des produits plus bruts et accepter l'idée qu'on est quand même, on a besoin d'une partie qui est relativement carnivore, il faut le dire. C'est pas grave, ça fait pas de nous des êtres méchants, cruels, etc. C'est juste une réalité physique. Et je trouve qu'arriver à se mettre en paix avec ça, et même pour les gens qui sont végétariens ou véganes, d'accepter qu'autour d'eux, il y a plein de gens qui vont rester dans cette réalité métabolique-là. Donc comment on fait pour que, au niveau environnemental, au niveau nutritionnel, au niveau social pour les agriculteurs, tout ça tienne quand même la route. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Et en tous les cas, c'est pas du tout d'aller shamer les bouchers, les éleveurs et les omnivores. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Je mettrai les liens de ton profil LinkedIn, qui, à mon avis, est la meilleure façon d'entrer en contact avec toi et franchement, qui est absolument passionnant en termes de pédagogie. Et puis également sur le lien de téléchargement de l'application mobile UFC Que Choisir, qui permet notamment d'avoir accès au Planet Score et au Score Santé, qui sont, à mon avis, des ressources utiles justement dans ce bois et cette difficulté à faire des choix conscients pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Merci encore, Sabine. Merci à toi.